Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence de l'année. Donc, on va attendre quelques instants avant de débuter, que tout le monde puisse intégrer la réunion et puis on va débuter tout doucement. En attendant que les personnes nous rejoignent, quelques informations. Donc, vous recevrez le support à la suite de la webconférence. Il vous sera envoyé pour que vous puissiez bénéficier des informations qui sont mentionnées sur le support. Vous avez la possibilité de poser les questions dans l'onglet Conversation. Donc, à noter que nous traiterons que des questions de l'ordre collectif. Toutes les questions de l'ordre individuel qui traitent des situations personnelles avec des problématiques particulières ne pourront pas être traitées puisque nous n'avons pas connaissance de l'ensemble des informations qui concernent votre santé et nous vous invitons donc à consulter votre médecin traitant pour en échanger avec lui. Pour les structures qui sont connectées, qui organisent des diffusions à des groupes, nous vous invitons à nous envoyer les informations par mail afin de pouvoir comptabiliser l'ensemble des participants à l'événement. Merci. Nous allons pouvoir débuter. Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence sur la thématique de savoir écouter son corps avec l'avancée en âge. Donc, nous pouvons compter aujourd'hui, et je chaleureusement Madame Catherine Boulanger, qui est diététicienne, qui va intervenir sur la prévention des maladies cardiovasculaires et qui va mettre en avant l'importance de la nutrition avec l'avancée en âge ainsi que les risques liés à l'ostéoporose. Et Madame Ferru, qui, elle, abordera l'évolution de la santé des femmes et des hommes après 55 ans en mettant l'accent sur la ménopause, l'andropause, les transformations corporelles qui en découlent et les clés pour faire face à ces changements avec résilience. Donc, je le rappelle, est enregistré, vous pourrez bénéficier d'un replay sur notre chaîne YouTube qui sera disponible peu de temps après l'événement. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet Conversation afin que nous puissions poser les questions à nos intervenantes et vous apporter des réponses. À noter que nous ne traiterons pas les questions de l'ordre individuel. Et enfin, pour votre information, le support vous sera mis à disposition à la fin de l'événement pour que vous puissiez retrouver les informations clés mentionnées sur le support. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne webconférence. Une petite information sur qui est Défi Autonomie Senior. Donc, c'est une structure interrégime qui a été fondée en 2017 par les caisses de retraite de la région des Hauts-de-France, donc à savoir les MSA Nord-Pas-de-Calais et Picardie, la CARSA des Hauts-de-France et la Sécurité sociale des indépendants. Nous mettons en œuvre une politique qui est définie par une instance régionale de coordination du bien vieillir qui nous missionne pour réaliser des actions collectives de prévention et d'éducation à la santé. Nous comptons également des partenaires financiers qui nous soutiennent dans le déploiement de nos actions, qui sont la CNRACL, l'IRCANTEC, la CAMNIEG et l'ENIM. Senior a pour mission de déployer gratuitement sur la région des Hauts-de-France des actions de prévention, d'éducation à la santé, du bien vieillir et toute action qui vise à préserver l'autonomie des seniors. Nos actions sont ouvertes aux personnes de 55 ans et plus, qu'elles soient retraitées ou non,
au sein des territoires et au plus proche des besoins de la population. À vos besoins. Nous déployons donc des actions à la fois en présentiel au sein des territoires, mais également en visioconférence, comme l'événement d'aujourd'hui, sous le format d'actions collectives avec des ateliers, des conférences. Et toutes nos actions sont menées et animées par des animateurs qui sont formés à l'animation de nos actions et qui sont experts des différentes thématiques qui vous sont proposées. Toutes nos actions sont déployées dans une ambiance conviviale. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des actions qui sont organisées près de chez vous et les actions à venir, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.défi-autonomie-senior.fr. En complément, si vous souhaitez participer à des actions à distance, nous vous offrons la possibilité de participer à des actions via la plateforme Happyvisio afin d'avoir accès à différents contenus selon vos envies, avec également des conférences qui sont animées par des experts sur une multitude de thématiques, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, pour y participer, il suffit de vous rendre sur le site happyvisio.com, de vous créer un compte et de saisir le code partenaire DEFI et vous accéderez à l'ensemble des événements qui sont proposés. Voyez, par DEFI Autonomie Senior, donc nous intervenons sur le passage à la retraite, sur le bien vieillir, sur l'autonomie numérique, sur la mobilité, sur la mémoire, sur la nutrition, sur le bien-être, le sommeil, la prévention des chutes, l'activité physique adaptée, la vie affective et sexuelle et la prévention des addictions. L'événement d'aujourd'hui fait suite à différentes webconférences qui ont déjà été organisées les années précédentes. Si vous souhaitez retrouver les précédents événements et accéder au replay, nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des problématiques pour y accéder. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Donc je laisse la parole à Catherine Boulanger pour la première partie de cette webconférence. Bonne webconférence à tous et merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis diététicienne, nutritionniste, en fait, depuis plus de 30 ans. L'alimentation fait donc partie au quotidien de notre avancée en âge, en fait, et se doit d'être justement, je dirais, mérite toute une attention en fait par rapport à ce point-là. Si vous devez retenir quelque chose en fait de ce webinaire, là vous l'avez résumé sur la slide en fait, c'est bien manger pour bien vieillir et en fait il faut retenir les 4 mots. Premièrement, c'est garder le plaisir de manger. On sait qu'en vieillissant, en fait, on a un petit peu l'altération des papilles gustatives, donc il faut ne pas hésiter à être créatif, inventif, à associer des mets ou des saveurs, en fait, et utiliser les épices. La deuxième chose, ce serait de ne pas oublier la variété, puisque chaque aliment contient des nutriments différents et donc essentiels à la bonne santé. Il faut garder un œil sur l'équilibre. Alors, cet équilibre, en fait, il peut être sur le repas, il peut être sur la journée, mais aussi, en fait, sur la semaine. Et cet équilibre veut dire au niveau qualité, en fait, pas forcément au niveau quantité. Effectivement, en vieillissant, on a notre métabolisme qui ralentit, donc en fait, on doit manger moins en quantité. Mais du coup, en fait, on doit manger mieux en qualité. Et puis, un des points phares, en fait, c'est aussi de respecter la saisonnalité, en fait, pour tout le côté écologique, en fait, et préservation de la planète. Donc, comme je vous disais, en vieillissant, en fait, on a une fonte musculaire qui est physiologique, ça s'appelle la sarcopénie. En fait, on y passe tous, on ne peut pas effectivement échapper à cet aspect. Donc, du coup, pour essayer de préserver vos muscles, il faut effectivement avoir donc une qualité de protéines et une quantité de protéines, puisqu'il faut que vous pensiez aussi que votre tube digestif vieillit, donc il absorbe en fait pas de la même façon. Et donc du coup, il faut garder en fait ces protéines. Les protéines, on les trouve dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers.
Et bien sûr, les légumineuses, puisque vous avez aussi entendu parler en ce moment des protéines végétales en fait, qui battent leur plein hein, et on commence à en manger. Sachez quand même qu'il faut faire attention, dans les protéines végétales, en fait, il y a des protéines à base de soja. Et dans les sojas, en fait, il y a des phytoœstrogènes. Et donc, du coup, l'ANSES vient de lancer une alerte, en fait, et notamment pour les enfants. Il faut faire attention parce que si vous cumulez tous les produits qui contiennent du soja, comme par exemple si le matin vous buvez un verre de lait de soja, si ensuite vous mangez un steak de soja et en fait vous finissez votre repas sur un yaourt au soja, vous avez dépassé en fait la dose recommandée en fait en phytoœstrogène. Donc il faut faire très attention. Oui, ça peut être une source de variété, mais encore une fois avec parcimonie en fait, et surtout varier vos sources de protéines. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ensuite, ce qu'il faut aussi garder en œil, c'est avoir surtout l'apport de bonne graisse en fait. Donc il faut protéger votre cœur avec des oméga 3 en fait. Hein, ça, vous avez dû en entendre parler. Ce sont des acides gras essentiels en fait qui participent, qui ont un rôle anti-inflammatoire au niveau de l'organisme et qui du coup en fait sont cardioprotecteurs par rapport au cholestérol en fait circulant. Donc, ces oméga 3 se trouvent surtout dans les poissons gras. Il faut en manger au moins une fois par semaine, hein, soit saumon, soit sardine, soit maquereau. Et assaisonner en fait vos aliments avec l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de pépin, de raisin ou colza en fait. Donc, pas uniquement l'huile d'olive parce que chaque huile contient des acides gras différents, donc des polyinsaturés et des insaturés. Comme l'organisme n'en fait pas en fait un stockage, il faut les apporter régulièrement dans l'alimentation et c'est pour ça qu'on conseillera plus en tant que nutritionniste d'avoir plusieurs petites bouteilles d'huile en fait, plutôt que d'avoir une seule et même huile en fait. Donc l'olive qui est bien, qui supporte un plus fort degré de cuisson, mais en assaisonnement plutôt du colza. Mais quand la bouteille d'huile de colza est finie, on peut très bien utiliser du pépin de raisin ou on peut très bien utiliser de l'huile de lin en fait, pour améliorer ses apports en oméga 3. Donc ensuite, vous avez dû en entendre parler de votre microbiote. En fait, c'est aussi un sujet d'actualité. En fait, si on a un bon microbiote, on va bien. Donc en fait, pour alimenter ce microbiote, en fait, il faut lui donner des fibres. Et donc du coup, il faut garder un apport de fibres correct sur la journée. Alors en fait, en général, on recommande 30 grammes par jour, mais après, tout dépend des intestins, puisque en vieillissant, vous avez votre intestin qui peut être un petit peu fragile. Donc, en fait, c'est surtout des fibres qui vont être apportées par les fruits et les légumes, en fait. Donc, le PNNS recommande 5 fruits et 5 fruits et légumes par jour. Ce n'est pas 5 fruits et 5 légumes, c'est 5 fruits et légumes en tout. On peut compléter cet apport de fibres par des céréales complètes. Alors, ça peut être du pain complet tout simplement que le matin, plus les fruits et les légumes dans la journée. Ou ça peut être aussi, en fait, des pâtes complètes. Ça peut être du quinoa, ça peut être des flocons d'avoine. Et puis, on peut aussi jouer sur les légumineuses. Hein. Le PNNS recommande de manger maintenant 2 fois par semaine des légumineuses. Donc, ce qu'on appelle légumineuses, c'est tout ce qui est pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, qu'est-ce qui est encore flageolets, en fait, lentilles de corail en fait et il faut en apporter en fait 2 fois par semaine. Ces fibres, elles vont vous aider effectivement à réguler votre satiété, votre transit en fait, donc elles vont alimenter votre microbiote et puis elles vont aussi avoir un rôle sur le cholestérol puisque les fibres piègent le cholestérol alimentaire en fait et en même temps réguler votre glycémie. Donc si vous êtes limite à avoir en fait une glycémie un petit peu élevée ou un petit peu de cholestérol, hein, ça peut nous aider justement à éviter de démarrer des médicaments si vous mangez des fibres. Mais attention encore une fois avec parcimonie en fonction de votre transit pour ne pas vous provoquer des douleurs abdominales et des accélérations de transit. Donc, ce qui fait partie aussi de l'alimentation, mais aussi l'hydratation, hein, il faut que vous pensiez aussi qu'avec la sensation de soif avec l'âge diminue en fait, et elle est importante en fait. Plus votre corps est quand même constitué à 80% d'eau en fait, hein, donc il faut effectivement que vous buviez au minimum 1,5 litre d'eau par jour. On peut considérer que les potages, les cafés, les thés sont aussi de l'eau. Il faut aussi penser qu'il y a des aliments qui peuvent vous apporter de l'eau. Donc le repère, effectivement, c'est la bouteille d'eau par jour, mais au minimum, c'est 6 verres de 20 centilitres par jour. Donc on peut en faire un le matin quand on se lève, on peut en faire 2 le midi, 2 le soir. Vous voyez, on est déjà à 5, plus 1 à 4 heures, on arrive à faire le minimum des 6 verres, en fait. En général, nous, on compte un verre de 10 centilitres
pour 10 kg. Donc, vous voyez comme ça à peu près la dose quotidienne qu'il vous faut. Sinon, c'est au minimum 6 verres de 20 centilitres par jour. On peut varier ses apports en eau, hein, ça peut être de l'eau aromatisée, ça peut être de l'eau plate, de l'eau gazeuse. Ça peut être donc aussi le thé, le lait, le café. En fait, les tisanes sont aussi des sources d'hydratation. Et puis les aliments riches en eau, comme la courgette, le concombre, en fait, donc ce sont des légumes qui contiennent de l'eau. Et puis vous pouvez aussi prendre des aliments, des fruits qui sont riches en eau, donc notamment la fraise, le melon, la pastèque, en fait. Il faut penser à boire toute la journée. On ne boit pas que au repas, où on essaye de boire, en fait, d'harmoniser cette prise hydrique. Et puis, bien sûr, elle est adaptée. Si on fait de la fièvre, en fait, il faut majorer ses apports parce qu'on transpire, donc on perd de l'eau. Si on a une gastro-entérite, aussi on perd de l'eau, donc il faut majorer les apports. Et bien sûr, si on fait une activité physique régulière, il faut aussi augmenter son apport d'eau. Attention à ne pas tomber dans l'excès et à boire 2 litres ou 2,5 litres d'eau par jour. Alors, allez-y. Donc, pour y penser, parce que souvent on est occupé et on n'a pas le temps en fait de penser justement à boire, en fait, il faut que ça devienne un réflexe. Donc, soit sur votre bouteille, vous écrivez au marqueur en fait les horaires et vous vous dites, voilà, à 8 heures je dois être à tel endroit, à 9 heures je dois être à tel endroit et du coup ça vous force à boire. Le petit réflexe qu'on donne souvent aux patients, c'est de boire un verre d'eau après chaque passage aux toilettes, comme ça on alimente le circuit. On peut mettre en évidence en fait une bouteille, un verre, une carafe, tout ce qui peut nous faire penser justement à boire en fait. Et puis si vous êtes très connecté, il existe des applications sur le téléphone qui peuvent vous faire penser justement, vous envoyer des petites alertes pour vous dire là il est temps de boire un verre. Donc je vous en ai mis quelques-unes: Water Your Body, Aqualert, HydroCoach en fait. Et ça vous permet justement d'avoir des réflexes de boire tout au long de la journée en fait, et de ne pas boire qu'au moment des repas. À savoir que si vous buvez à table, vous allez forcément diminuer votre prise alimentaire parce que ça va remplir votre estomac. Donc en général, on préfère que vous buviez en dehors des repas pour privilégier le repas et apporter vos calories à l'ensemble des repas. Alors, comme je vous disais en introduction, donc votre métabolisme ralentit. Donc, en fait, souvent, on a tendance à garder la même quantité qu'on mangeait quand on était en activité ou quand on était un peu plus jeune. Donc, en fait, il faut peut-être revoir en fait un petit peu la quantité, mais pas la qualité. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est toujours garder une structure de repas. Donc, les 3 repas sont toujours d'actualité, comme d'habitude. Par contre, en fait, peut-être que l'assiette plate va être un petit peu plus petite le soir, par exemple, puisque la nuit, vous dormez, vous tournez au ralenti. Mais c'est surtout qu'en fait, vous allez garder la structure, c'est-à-dire une petite entrée où là, vous aurez des crudités, en fait, qui vont vous apporter des vitamines, des fibres, des minéraux, et qui vont commencer à vous rassasier. Ensuite, vous avez votre plat principal qui, lui, risque de contenir plus de graisse, et du coup, va être un petit peu moindre en quantité, mais aussi bon en qualité, c'est-à-dire avec une part de protéines, une part de légumes verts, une part de féculents. Vous laisserez de la place pour manger votre produit laitier et votre fruit, en fait. Voilà, donc en général, c'est ce qu'on voit quand on prend en charge des patients, en fait, pour restructurer les repas, pour équilibrer les repas. Et là, ici, sur la diapo, je vous ai mis un petit peu les fréquences, en fait, par rapport au groupe d'aliments. Donc, les fruits et légumes, vous savez, c'est 5 fruits et légumes par jour, en fait. Donc, votre portion peut varier en fonction de votre appétit. Je vous ai dit tout à l'heure les légumineuses qui sont source de protéines végétales et en même temps de fibres au moins 2 fois par semaine. Les produits céréaliers, donc tout ce qui est pâtes, riz, semoule, pommes de terre, pain, en fait, il en faut à chaque repas un petit bout, cela va vous permettre en fait d'éviter vos fringales à 4 heures. Alors, pareil, pas en quantité astronomique, mais en quantité raisonnable. Il y a des personnes qui font soit des pâtes et pas de pain, soit des pâtes, un petit peu de pâtes et un petit peu de pain, soit pas du tout de féculents et que du pain. Mais vous voyez qu'il y a toujours un produit céréalier à chaque repas. Les produits laitiers, alors la tendance est plutôt à 2 par jour maintenant, sauf que nous sommes dans une catégorie d'âge en fait où le calcium en fait est important et on perd le calcium en fait. Nos réserves de calcium se font de 0 à 20 ans, donc en fait ensuite la réserve de calcium décroît au fil de l'âge et donc du coup il faut se préserver de l'ostéoporose et on en reparlera un petit peu. Donc on peut aller jusqu'à 3 produits laitiers par jour. Quand je parle de produits laitiers, c'est du lait, des yaourts, du fromage. Alors, les yaourts ne sont pas les crèmes dessert, attention. Ce sont vraiment des yaourts, en fait, yaourt nature, fromage blanc, petit suisse, dans lequel on peut rajouter un peu de sucre, un peu de confiture. Tout ça avec parcimonie. Mais il faut au moins un produit laitier à chaque repas.
Notamment, souvent, le matin, ça peut être du lait, mais ça peut être aussi un yaourt, ou ça peut être un morceau de fromage pour ceux qui n'ont pas de problème de poids. Puis ensuite, le midi, un laitage, et le soir, un laitage aussi, ou alors le midi, mettre un fromage et un laitage, en fait. Vous devez varier ces sources de produits laitiers, mais il faut en avoir à chaque repas. Et puis, bien sûr, je vous disais, les protéines. Donc, en général, en fait, on est plutôt en ce moment à la tendance de revoir la baisse des protéines par rapport aux protéines carnées. Là, on est dans une phase de notre vie où justement l'absorption est moins bonne, on a cette sarcopénie qui s'installe et qui donc nous fait perdre nos protéines. Donc il faut consommer au moins une fois par jour de la viande, du poisson ou des œufs, et on peut faire un complément le soir, c'est-à-dire que le soir ça peut être plutôt une tranche de jambon, un œuf, un peu de sardine en fait, mais des protéines de bonne qualité encore une fois. Le midi, la part de viande classique, 100 à 120 grammes, pas besoin de manger 250 grammes. Et puis le soir, en fait, peut-être revoir à la baisse plutôt 50 grammes, 60 grammes, mais que les protéines fassent partie du repas. Si vous ne mangez pas de protéines à un repas, vous déstructurez en fait votre assiette alimentaire et du coup, vous avez tendance à consommer plus de lipides et plus de glucides. Et c'est là où justement vous déstructurez votre alimentation. Donc, par rapport en fait à ce que les actions sur lesquelles vous pouvez faire, et c'est des messages que vous pouvez entendre régulièrement, c'est limiter le sucre, même si en vieillissant on a une appétence pour ce sucre en fait, le sucre appelle le sucre. Donc après, c'est une question d'éducation du palais. Donc, si vous avez l'habitude de consommer tous vos laitages avec du sucre, apprenez à réduire tout doucement et progressivement vos apports de sucre. C'est-à-dire, au lieu de mettre 2 cuillères à café de sucre en poudre, je vais en mettre plus qu'une et je vais voir ce que ça fait. Je vais mettre, ou alors je ne vais plus mettre de sucre, je vais mettre mon fruit dans mon yaourt, histoire de trouver d'autres astuces pour éviter de consommer du sucre. De préférence des sucres roux, effectivement, du miel, ça peut être aussi des choses comme ça, mais essayez de limiter les quantités. Le sucre, le gras sont des calories supplémentaires en fait, et comme votre dépense énergétique est moindre en vieillissant, en fait, si vous continuez à apporter des calories, forcément vous risquez de prendre du poids et de stocker. Donc c'est surtout limiter le sucre, limiter le sel. Pour éviter l'hypertension, en vieillissant, on peut être tous sujets à l'hypertension et donc l'hypertension n'est pas bonne pour les maladies cardiovasculaires. Pensez, comme je vous ai dit tout à l'heure, à être créatif, à utiliser les épices, les aromates. Et pour éviter le sel, en fait, vous pouvez avoir affaire en fait à des substituts de sel qui sont dans le commerce, notamment le gomasio, qui est en fait du sel avec des graines de sésame. Donc en fait, c'est une préparation, comme il y a des graines de sésame qui sont torréfiées avec une partie, avec très peu de sel, en fait, donc il y a des recettes sur Internet. Donc ça diminue votre apport de sel et ça vous donne en fait un petit goût aux préparations. Vous avez aussi le furikake, qui sont des algues bretonnes séchées en fait avec des graines de sésame aussi, qui peuvent justement vous apporter un petit peu de peps dans vos préparations. Alors il y en a de la nature, je crois qu'il y en a au citron et au piment. Et puis vous avez ciao le sel en fait, comme en Italie ciao, et puis le sel, et c'est pareil, ce sont des épices, des mélanges d'épices en fait qui vous permettent de diminuer le sel. La consommation française, en fait, est très importante au niveau du sel. Le sel, il y en a partout. Et donc, du coup, si on peut éviter d'en rajouter dans les aliments, c'est déjà, on a déjà gagné une bonne chose. Donc, plutôt que d'arrêter d'un coup le sel parce qu'on est hyper tendu, parce qu'on a des problèmes de santé, il vaut mieux commencer justement à utiliser les épices et les aromates pour pouvoir travailler justement nos papilles, et habituer nos papilles à d'autres choses que le sel. Donc du coup, diminuer les sucres raffinés, ça je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est sucre simple, en fait, les bonbons, les gâteaux. Alors on n'a pas dit arrêter, mais on a dit diminuer, donc garder le plaisir de profiter d'un gâteau de temps en temps, de profiter d'un moment convivial où justement vous vous retrouvez pour pouvoir profiter de manger un biscuit ou un gâteau. Et puis peut-être un nouveau message, c'est diminuer les aliments ultra transformés. Vous avez travaillé, vous étiez pressé, vous avez oublié, vous avez oublié peut-être la cuisine où vous n'aviez pas le temps en fait, parce que ce temps c'est toujours pour tous une grosse problématique. Mais par contre là maintenant que vous avez du temps pour vous, reprenez le plaisir de cuisiner en fait et de refaire les préparations. Faites attention à tout ce qui est ultra transformé. Je vous donnerai après des petits outils qui peuvent un petit peu vous aider justement. Mais quoi de mieux que de faire soi-même son dessert plutôt que de l'acheter tout prêt dans les pâtisseries. Quoi de mieux de faire sa soupe que d'acheter la soupe toute prête, qu'elle soit en brique ou qu'elle soit en sachet, qui sont d'ailleurs très salées. Et puis, faites attention au soda. Alors, le soda, voilà, c'est peut-être pas forcément vos générations, mais voilà, avec parcimonie aussi. Et surtout, vous voyez, vraiment, j'ai mis en grand, retrouver le plaisir de cuisiner.
Dernier petit, on dirait, petit conseil, effectivement, l'alcool, hein, avec convivialité et plaisir. Surtout, voilà, le slogan, en fait, en ce moment, c'est 2 verres par jour au maximum et pas tous les jours, hein. C'est vrai que ça doit rester. Attention, l'excès d'alcool déshydrate, hein, pensez-y. Donc, même si on ne boit pas beaucoup, des fois, il ne suffit pas d'alcool fort, mais de la quantité, de la répétition, en fait. Et c'est donc une addiction dans laquelle parfois on peut vite tomber. Le cidre, c'est de l'alcool. La bière, c'est de l'alcool aussi, effectivement. Nous, on compte ça comme de l'alcool. Et voilà, faites attention parce que du coup, bah, ça déshydrate, ça vous fait plus uriner. Donc, du coup, en fait, vous perdez de l'eau. Et si vous ne buvez pas un verre d'eau régulièrement quand vous buvez de l'alcool, en fait, et forcément, vous pouvez vous déshydrater. Hein. Voilà. Alors, on arrive à la première partie du temps de questions. Donc, une première question, une personne qui indique que dans les pâtes, dans le riz, il y a du sucre. Alors, peut-être apporter quelques précisions par rapport à ça, s'il vous plaît, Mme Boulanger. Alors, le sucre, en fait, qu'il y a dans les pâtes, ce sont des glucides lents, ce sont des farineux, en fait, hein. Et donc, du coup, c'est un sucre qui ne fera pas monter votre glycémie de la même façon qu'un produit sucré, un gâteau, un bonbon ou du sucre pur. Donc, il en faut à chaque repas et justement, c'est ce qui va vous aider, comme je vous ai dit, à ne pas avoir de fringales, en fait, en cours de l'après-midi et donc, du coup, d'aller grignoter. C'est pour ça on demande à ce qu'à chaque repas, il y ait des glucides lents pour harmoniser, en fait, votre sécrétion d'insuline, hein. Donc, vous allez avoir un repas, ça va faire monter votre glycémie, votre pancréas va sécréter de l'insuline pour réguler cette glycémie qui est élevée dans le sang. Et si vous avez des glucides lents, ça va s'harmoniser jusqu'au prochain repas. Si vous faites un repas de gâteaux, de bonbons, que de fruits, de biscuits, ben en fait, vous allez avoir tout de suite un pic glycémique. Le pancréas va sécréter beaucoup d'insuline et du coup, en fait, ça risque de faire une hypo. Ça va se réguler tout de suite. Et conclusion, 2 heures après, vous aurez encore faim. Donc, en fait, pour nous, les glucides qui sont dans les pâtes, le riz, les pommes de terre ne sont pas néfastes, en fait, hein, et sont au contraire utiles à la régulation de votre métabolisme. Merci. Une deuxième question autour des sources de protéines. Donc, on a parlé de la volaille, peut-être des petites précisions aussi autour de la viande rouge à apporter. Et puis, sur la consommation d'œufs, combien il est recommandé d'en consommer par semaine, s'il vous plaît. Alors, en général, les œufs, on dit par semaine à peu près 2 fois 2 œufs, donc une moyenne de 4 œufs par semaine. En fait, si vous n'avez pas de problème de cholestérol, vous pouvez monter jusqu'à 6 par semaine parce que les protéines de l'œuf sont des bonnes protéines, en fait, très bien assimilées par l'organisme. La viande rouge, par rapport à la prévention du cancer du côlon, on va plutôt maintenant être à 500 grammes maximum par semaine. Et moi, je dirais même, en fait, 1 à 2 parts par semaine. Après, tout ce qui est volaille, en fait, ça, vous pouvez, la viande blanche sans problème, le porc en choisissant des morceaux un peu plus maigres comme le filet mignon, comme le rôti de porc dans l'échine, en fait, ça vous permet de varier. Et le poisson, il faut ne pas l'oublier, le poisson, comme il est source d'oméga 3 en fait et de bonnes graisses en fait, on va vous dire jusqu'à 3 fois par semaine le poisson, hein. Le poisson est toujours, même les poissons les plus gras comme le saumon, en fait, arrivent toujours à être moins gras qu'une viande et donc du coup en fait vous apporte des bonnes protéines avec des éléments cardioprotecteurs. Donc en fait le poisson vous pouvez en manger 3 fois par semaine. Et puis vous m'aviez dit Bah, c'est tout bon. Vous avez parlé de la volaille, vous avez parlé de la viande rouge, du poisson, des œufs. Donc, on a fait le tour c'est bon. des protéines animales. Après, bah, juste après, enfin, vous redire aux personnes que c'est surtout aussi la quantité. Voilà, il faut rester sur un steak, sur une part de viande. Il ne faut pas prendre plus en se disant bah, c'est ma ration de la semaine, en fait, parce que vous allez encore une fois déstructurer votre repas. Comme les glucides, tout à l'heure, on parlait des féculents et des glucides lents. C'est une portion raisonnable à table. C'est pas parce que c'est bon qu'il faut en manger plus. N'oubliez pas, je vous avais dit les 4 points, hein, l'équilibre pas plus qu'un autre, la variété, voilà, hein, la saisonnalité et puis le plaisir. Merci. On a parlé aussi donc du sucre. Un petit mot peut-être autour des édulcorants.
Alors, les édulcorants, moi je suis pas. Alors après, vous trouverez chaque professionnel se positionner par rapport à l'édulcorant. Moi, je pense que, alors déjà, l'aspartame, il faut vraiment éviter. Quand vous voyez que l'aspartame, il faut vraiment éviter. Après, vous pouvez partir sur de l'acésulfame K, sur du stevia. Maintenant, moi, je dirais plutôt qu'il faut apprendre justement à se déshabituer du goût sucré, parce que, ben, comme je vous ai dit, en vieillissant, on a une appétence pour ce sucre. Et puis, plus on va manger du sucre, plus on va en avoir envie. Si vous réduisez progressivement vos apports de sucre, vous allez voir que ça va passer tout seul. Si vous arrêtez tout du jour au lendemain, vous allez avoir créé une situation un petit peu de manque. Et donc, du coup, en fait, vous pouvez justement vite replonger. Moi, ce que je propose souvent aux patients en fait, que j'ai en charge, c'est diminuer de moitié pendant quelques semaines. Puis dès que vous êtes prêt, vous faites encore la moitié pour arriver à manger des choses nature, en fait. Sachez quand même que du sucre, c'est quand même l'élément principal, c'est le carburant principal de votre cerveau, de votre cœur, donc il en faut encore un petit peu. Mais encore une fois, de façon parcimonieuse, en fait. Il faut vraiment prendre en petite quantité, en fait. Merci. Et une dernière question autour de l'eau avant de passer à la prochaine partie. Donc, vous avez conseillé de consommer 1,5 litre d'eau par jour. Est-ce que c'est problématique si les personnes venaient en consommer plus? Alors, je pense que jusqu'à 2 litres, vous pouvez, après tout dépend de l'activité que vous pouvez faire. Par contre, quand il faut, voilà, quand vous consommez 3 litres, ça commence à faire un peu beaucoup et il faut effectivement avoir un avis médical sur la question. Il faut réguler. Euh, Après, dans les eaux, il faut penser aussi que vos aliments peuvent apporter effectivement de l'eau. Ce qui est bien, c'est de varier à chaque fois vos bouteilles d'eau, un coup une minérale, un coup une eau de source, un coup l'eau du robinet. Ce qui est bien, c'est de pouvoir varier parce que chaque eau, encore une fois, pareil, apporte des minéraux de façon différente, de quantité différente. Et c'est vrai qu'en fait, il faut essayer de varier. 1,5 litre, 2 litres, je pense que ça reste une bonne moyenne. Il faut commencer, quand on boit 2,5 litres, il faut essayer de poser la question au médecin qui fasse un bilan pour voir pourquoi vous buvez autant. Est-ce qu'il y a un diabète qui débute? Est-ce qu'il y a un problème de la fonction rénale? Là, après, il y a tout un côté médical. Très bien. Merci pour cette première session de questions. On passe à la deuxième partie. Donc, je vais essayer de vous présenter différents outils que nous, on peut utiliser ou donner à nos patients comme pense-bête, en fait, par rapport, en fait, à l'équilibre alimentaire, tout simplement. Donc là, vous avez une répartition journalière avec ce qu'il doit y avoir en général au petit déjeuner. Alors, encore une fois, en quantité modérée ou à votre faim, mais il doit y avoir, vous voyez, le produit laitier, qui va être source calcium et de protéines, le produit céréalier qui va être source de glucides lents, donc pour ne pas avoir le coup de fringale dans la matinée et pouvoir garder en fait garder votre énergie jusqu'au prochain repas. Un petit peu de matière grasse, puisque la matière grasse, que ce soit du beurre, de la margarine, c'est source de vitamine A en fait, qui est bonne pour les fanères, pour la peau, pour les yeux, et donc ça, il en faut aussi un petit apport. Alors, gratter, sans problème, et puis une boisson chaude ou une boisson froide, ça c'est comme vous le voulez, ça peut être un verre d'eau, comme ça peut être une boisson chaude avec un café ou avec un chocolat. Ensuite, il vient le repas du midi. Donc, vous voyez, votre assiette, en fait, on l'a découpée en fait en moitié, puis ensuite un quart sur le côté. Et là, c'est la représentation que dans votre assiette, il doit y avoir à chaque fois une grosse part de légumes verts, et donc notamment la moitié de l'assiette. Des féculents, vous voyez là, qui représentent à peu près un quart, des pâtes, du riz, de la pomme de terre, des pommes de terre, de la semoule, du blé. Et puis votre partie de protéines. Le midi et le soir, elle doit être de cette façon. D'accord. C'est important d'avoir en fait cet équilibre parce que justement vous avez vos fibres, vous avez vos vitamines, vos minéraux, vous avez vos glucides lents, vous avez vos protéines en fait, et ce qui reprend en fait l'équilibre alimentaire. Ensuite, on vous demande de mettre soit une crudité, soit un fruit pour que vous ayez quelque chose de cru qui apporte des vitamines, des minéraux. On vous demande un produit laitier puisque tout à l'heure je vous ai parlé en fait, c'est source de protéines et de calcium. Et puis, en fait, un petit peu de pain si vous avez encore besoin d'être rassasié ou pas. Et puis, votre boisson, en fait, qui ressemble à de l'eau.
Et je pense qu'après, c'est le soir. Voilà. Et pour le soir, en fait, alors, l'assiette composée de la même façon, mais peut-être plutôt la taille d'une assiette à dessert, hein, pour vous permettre justement d'avoir toujours cet équilibre. Alors, les légumes, ça peut être aussi des légumes crus, hein, l'été, mais ça peut être des féculents, donc style salade, en fait. Mais quand vous faites un taboulé ou quand vous faites une salade de riz, bah, vous avez certainement plus de féculents que de légumes. Donc, à côté, il faut servir de légumes, en fait. Et puis, la part de viande, poisson, bœuf, le soir, peut-être faire plus. En fait, une demi-part, comme une tranche de jambon, comme un œuf, comme je vous ai dit, des sardines, une dizaine de crevettes, du thon. En fait, vous pouvez essayer voilà, d'être créatif et d'argumenter. Ça peut être inclus dans votre salade, mais n'oubliez pas la quantité. L'équilibre se fait entre les protéines, les lipides et les glucides. L'équilibre se fait dans l'assiette, l'équilibre se fait un peu partout, en fait. Voilà. Ce soir, vous avez prévu de manger ça. Bon, c'est moins léger que ça. Votre flemme, elle, vous dit de manger ça. La dernière émission culinaire vous a donné envie de ça. Ceci dit, avec votre talent, ça ressemblerait à ça. Et voilà. Votre fils, lui, veut manger ça. Sachant qu'hier, il a mangé, ça déjà. Bah quoi? L'idéal, vous savez, ce serait de manger ça. Mais bon, ça finirait comme ça. Non merci, ça va aller. Alors pour mieux manger, commencez simplement par améliorer un plat que vous aimez déjà. Allez, rendez-vous sur mangerbouger.fr. Donc ça, c'était un petit spot que je voulais vous partager parce qu'en fait, il est très bien fait, il résume tout à fait la situation et il vous présente le site Manger Bouger où parfois vous pouvez accéder en fait à la fabrique de menus. Si vous n'avez pas trop d'idées, en fait, ça peut vous aider à faire des menus de façon équilibrée. Et puis, un autre outil dans lequel vous devez entendre encore parler, puisque récemment, on vient de changer en fait la classification, c'est le Nutri-Score. Alors, tous les industriels ne l'utilisent pas encore. Il y en a même qui le retirent suite à la nouvelle réglementation, en fait. Ce Nutri-Score va vous aider, vous consommateurs, à choisir en fait vos aliments, dans une même catégorie d'aliments, d'accord? C'est pas l'huile par rapport en fait aux céréales, mais c'est dans les céréales laquelle je peux prendre qui sera le mieux équilibré possible ou par rapport en fait à certaines catégories de nutriments. Donc, en fait, sont évaluées les fibres, les protéines, les fruits, les fibres, les protéines. Et le sel, le sucre en fait et les calories. Et tout ça en fait, ça permet de faire un classement et du coup les aliments en fait se retrouvent avec une classification. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez consommer sur la journée beaucoup plus de A et de B et moins souvent de C et de D, voire de E. Mais vous pouvez toujours en consommer. On n'a pas dit de ne faire que du A et du B parce que le C, le D et le E apportent des bonnes choses. Il y a des huiles où il y a des matières grasses, par exemple le beurre qui va rester en E parce que il y a des acides gras saturés et c'est calorique, est important parce qu'il est aussi source de vitamine A en fait. Donc du coup, il faut en manger un petit peu. On revient toujours au même, c'est toujours la quantité. N'oubliez jamais la quantité en fait, un peu de tout, mais en petite quantité. Donc, surtout ça, si vous voyez par rapport aux produits que vous pouvez commencer à regarder. Là, ensuite, nous, ce qu'on propose aussi à nos patients, c'est la main. Votre main, vous les avez toujours avec vous. Et en fait, cette main, vous voyez qu'il y a 5 doigts. Sur ces 5 doigts, en fait, à chaque doigt, on a fait correspondre un groupe d'aliments. Et en fait, à chaque repas, on doit avoir un petit peu de chaque. Vous voyez, le pouce, c'est le starter, c'est en premier, c'est le pain, c'est les glucides lents. Il en faut toujours, c'est ce que je vous expliquais, soit sous forme de pâte de riz, de semoule, de pommes de terre, soit sous forme de pain. L'index, c'est un légume cru ou un fruit cru. Le majeur, c'est le légume cuit, c'est celui qui est le plus dans l'assiette, en fait, et c'est le doigt le plus grand, donc en fait, c'est celui qui doit se retrouver le plus dans votre assiette. Le produit laitier, c'est le yaourt, le fromage, le lait, avec un petit peu la bague qui est un produit sucré, parce qu'un jour, j'ai le droit de manger une crème dessert, et puis le lendemain, en fait, ou le soir, je mange un fromage blanc nature. Votre petit doigt, vous voyez, qui fait partie de votre main, et ce sont vos protéines, donc les viandes, le poisson, les œufs, il en faut à chaque repas. C'est pour ça que j'insiste, même le soir, ce qu'on appelle nous un complément de protéines, c'est-à-dire la viande, le poisson ou les œufs. Et le bracelet représente les matières grasses. Vous voyez que des fois un jour j'ai la bague et le bracelet, des fois un jour j'ai rien du tout. Donc en fait on peut manger de temps en temps sans matières grasses, on peut manger aussi avec des matières grasses. Voilà. Et plus il est épais, en fait, plus la matière grasse est importante. Donc comme on est assez coquet, on aime bien mettre un seul bracelet assez fin, donc du coup on en mange très peu. Alors après, on m'avait demandé donc de vous faire un petit peu le tri dans tout ce qui est lipides en fait avec les matières grasses. Hein. Donc les lipides ou les graisses, c'est ce que je vous expliquais, il nous en faut.
parce que c'est une source d'énergie pour notre organisme. En fait, ils sont aussi indispensables au bon fonctionnement de nos cellules. C'est pour ça qu'il faut quand même en manger. Il ne faut pas faire un régime sans graisse. Vous allez vous carencer en fait. Donc, c'est source de vitamine A, de vitamine E et d'acides gras essentiels qui constituent en fait les membranes de nos cellules. Ils ont un rôle sur tout ce qui est l'immunité. Ils ont un rôle voilà, pour les yeux, pour la peau, pour les phalanges, je vous ai dit. Donc, en fait, c'est hyper important. Et en fonction de leur rôle, de leur nature ou de leur fonction dans l'organisme, en fait, ils sont différents. Donc, il existe 2 sortes d'acides gras. Il y a les acides gras saturés. Alors, ceux-là, ce sont, on dirait, un petit peu les mauvais. En fait, ce sont ceux qui vont principalement, je dirais, entre guillemets, encrasser vos artères. C'est-à-dire qu'ils viennent de matières grasses qui sont plutôt solides, donc ils sont faciles à repérer. À partir du moment où vous avez une matière grasse qui est solide comme le beurre, c'est qu'il n'y a que des acides gras saturés. Ça se retrouve dans les fromages, dans les viandes grasses, en fait, dans certaines huiles végétales. Vous voyez, l'huile de coco, l'huile de palme. On a beau dire que c'est une huile végétale, elle contient beaucoup trop d'acides gras saturés et du coup, en fait, elle n'est pas aussi bonne que ça pour la santé. Leurs effets, en fait, de ces acides gras saturés, ils augmentent le risque de maladies cardiovasculaires avec, en fait, les plaques d'athérome. Donc, c'est pour ça que je vous dis, elles vont encrasser vos artères, entre guillemets. Et puis, elles augmentent le cholestérol, que ce soit le bon ou le mauvais. Donc, celle-ci, il vous en faut, puisque je vous ai dit, c'est source de vitamine E, de vitamine A, en fait, mais avec modération. Encore une fois, tout reste dans la parcimonie et dans l'équilibre. Ensuite, vous avez les acides gras insaturés qui, donc, eux, sont plutôt cardioprotecteurs, en fait. Donc, elles vont contenir, après, on va en parler, mais des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9. Et donc, du coup, elles se trouvent surtout dans les huiles donc, végétales, l'olive, le colza, et dans le poisson gras. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit au moins 1 fois par semaine. Voilà pourquoi aussi j'avais détaillé dans les matières grasses de tourner sur chaque bouteille d'huile, en fait, d'avoir l'olive de temps en temps, puis le colza pour qu'elle puisse être complémentaire, en fait, et couvrir tous vos besoins en acides gras saturés. Et puis, dernière nouveauté, ça fait maintenant plusieurs années quand même, les fruits à coque, en fait, sont des sources aussi d'acides gras insaturés. Et donc, on vous recommande de consommer un petit peu de noix ou d'amandes, en fait, donc une petite poignée, qui sont sources de fibres, en fait, qui va piéger donc ce fameux cholestérol et qui, en même temps, sont des bons acides gras qui contiennent, en fait, beaucoup d'acides gras insaturés. Donc, leurs effets, c'est de réduire le mauvais cholestérol, c'est de protéger le système cardiovasculaire, bien sûr, évidemment. Et cela, en fait, on peut se faire plaisir à en consommer plus. Les acides gras insaturés, donc les sources, je vous ai dit colza, noix, lin. Et donc là, du coup, vous avez plutôt les fréquences, c'est-à-dire que c'est 1 à 2 cuillères à soupe par personne et par jour. Les poissons gras, c'est 1 fois par semaine, au minimum. Comme je vous ai dit, en fait, tout ce qui est maquereau, saumon, en fait, sardines. L'effet, c'est que ça diminue le mauvais cholestérol, donc le LDL, que vous pouvez voir sur vos prises de sang, et ça diminue aussi la tension artérielle. Les oméga 9, eux, ils sont plutôt dans l'olive, en fait, donc, et c'est surtout, ils supportent les cuissons, en fait, donc vous pouvez faire les cuissons, en fait, ça supporte surtout plus les cuissons. Donc, vous pouvez faire cuire, en fait, vos aliments avec ou le mettre en filet d'huile d'olive crue, en fait, sur vos légumes. C'est un effet antioxydant, donc c'est hyper intéressant pour nos cellules. Et puis, pour tartiner, en fait, puisque je vous ai dit que le beurre, dedans, il y avait de la vitamine A et de la vitamine E, et vous pouvez aussi alterner, gratter, en fait, vos tartines le matin et puis prendre de la margarine aussi au tournesol, puisque une margarine, c'est moitié beurre, enfin, c'est moitié graisse saturée, moitié graisse insaturée. Donc, du coup, vous pouvez faire une margarine au tournesol avec des oméga 3. En général, on fait 1 noix par personne et par jour. Donc, vous voyez que le matin, vous pouvez très bien en mettre. Si vous n'en prenez pas le matin, vous pouvez en mettre dans vos pâtes ou dans votre riz ou dans vos féculents. Alors, les facteurs de risque liés à l'alimentation, si vous faites des excès, encore une fois, je vous ai dit, c'est toujours en équilibre et avec parcimonie, mais trop de sel, bien sûr, effectivement. Donc, attention, tous les aliments salés, vous avez la charcuterie, le fromage, le pain, les conserves, vous avez les eaux gazeuses, certaines eaux gazeuses sont riches en sel, en fait. Donc, faites attention, vous avez la possibilité d'avoir des sources de sel un petit peu partout, en fait, et on arrive vite à dépasser la consommation recommandée. Le sucre, parce que en vieillissant, je vous dis, on a cette appétence pour le sucre, en fait. Le passage un petit peu pour les femmes au niveau des hormones, en fait, qui appelle aussi le sucre, effectivement. Les graisses saturées, donc je vous ai dit, faites attention, pas trop de beurre, pas trop de crème fraîche, pas trop de viande grasse.
Les produits ultra transformés, donc attention à ne pas garder vos habitudes alimentaires de quand vous travaillez, en fait, de faire des plats tout prêts ou d'acheter beaucoup de choses qui sont toutes faites. L'alcool, qui peut être aussi justement un facteur de risque. On est quand même dans une région où il y a de nombreux cancers qui sont déclenchés par l'alcool, en fait. Carence en nutriments essentiels. Donc voilà, si vous déséquilibrez votre alimentation, vous allez diminuer vos sources de protéines. Donc du coup, vous allez puiser dans vos réserves et perdre de la masse musculaire. Alors en volume, vous ne perdrez rien parce que comme vous mangerez moins de protéines, vous allez manger forcément plus de lipides et plus de glucides. Et conclusion, vous allez remplacer ce volume en fait au détriment de la qualité. Vous avez aussi des apports de fibres, comme à chacun. Les fibres, vous savez qu'elles jouent un rôle sur le microbiote. Le microbiote est responsable de beaucoup de questions. Du coup, il faut vraiment que vous fassiez attention. Il y a donc des protéines, c'est ce que je vous ai expliqué, et puis les vitamines. En fait, si vous ne mangez pas de crudité, vous risquez de perdre vos vitamines. Alors, je voulais juste vous parler des bases d'une alimentation cardioprotectrice. Comme vous le savez tous, le régime méditerranéen, donc c'est surtout beaucoup de poissons et de viande blanche, des céréales complètes, puisqu'on apporte des fibres, en fait, et des légumes et des fruits. Et puis, il en existe un autre, c'est le DASH, en fait, un régime DASH, qui, lui, est plus porté sur l'hypertension, en fait, du coup, et c'est sur la consommation, justement, de sel. Ce régime, en fait, il diminue le sel en utilisant justement les substituts avec les épices et les aromates. Et puis, il travaille un petit peu aussi sur le choix des matières grasses, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'acides gras saturés. Donc, en fait, il n'y a plus du tout de beurre, mais du coup, on part avec de la margarine, en fait, et puis des huiles de colza ou d'olive. Voilà. Sachez que ça existe. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès et d'être toujours en fait sur des régimes. L'équilibre vous suffit, on arrive en vieillissant à ce que l'équilibre suffise en fait à traiter, sauf quand il y a un problème bien établi, mais à traiter les soucis de santé. Donc ensuite, je vais vous parler du calcium. Donc le rôle du calcium dans l'organisme, c'est le minéral le plus abondant en fait. Vous savez bien qu'il est là pour la croissance, le maintien des os, des dents. Il aide à la contraction musculaire et comme le cœur est un muscle, et forcément il sert aussi à la contraction cardiaque. Il transmet l'influx nerveux et puis il a un rôle dans la coagulation sanguine en fait. Les apports recommandés tous les jours par rapport à votre catégorie d'âge, en fait, c'est plutôt 1200 mg, en fait. Et puis, bien sûr, le calcium est associé à la vitamine D, en fait, 15 microgrammes. Alors, vous savez qu'on est tous carencés en vitamine D. Souvent, les médecins nous donnent, en fait, des substituts, en fait, pour pouvoir justement remonter ces taux de vitamine D. Effectivement, c'est important puisque ça aide aussi à fixer le calcium sur nos os. Et nous, normalement, avec le peu d'ensoleillement qu'on a, on ne va pas faire notre vitamine D naturellement. Donc, il y a besoin l'hiver de ces substituts. Les sources, en fait, comme je vous l'ai dit, donc dans le calcium, c'est surtout les produits laitiers, le lait, les laitages, les fromages. Dans les sardines, en fait, il y a beaucoup de calcium, et notamment dans les arêtes, pour ceux qui arrivent à manger les arêtes. Dans certaines eaux minéralisées, et surtout, si vous regardez vos bouteilles d'eau, celles qui sont supérieures à 300 mg de calcium. Donc, la courmayeur et la contracte sont bien, ce qui vous permet justement, si vous êtes à risque ostéoporotique ou si vous avez des carences en calcium, vous pouvez aussi boire des eaux minérales riches en calcium et ça vous permet justement d'augmenter vos apports calciques. Dans certains légumes, en fait, le brocoli, le chou, en fait, notamment donc tous les choux, en fait, tous les crucifères contiennent un peu plus de calcium. Et puis la vitamine D, on va la trouver dans l'exposition au soleil, dans le poisson gras, et vous voyez dans les œufs, donc manger 2 fois 2 œufs par semaine, en fait, on apporte aussi sa vitamine D. Je vous ai mis les équivalences pour 250 mg de calcium. C'est un grand bol de lait, c'est 2 parts de fromage, de camembert, pardon, c'est 1 part de gruyère, en fait. C'est 2 petits fromages blancs individuels qui sont vendus dans le commerce en pot. C'est un yaourt nature et c'est 100 g de sardines, en fait. Donc, vous devez à peu près arriver à 1200 milligrammes de calcium. Vous voyez que si vous mangez déjà un bol de lait le matin, si vous prenez un morceau de fromage, donc un morceau de gruyère, vous avez déjà 500 mg, vous avez pratiquement un peu moins de la moitié. Donc, en fait, le soir, vous faites un yaourt, donc vous arrivez à 750. Donc, vous voyez qu'en plus, vous rajoutez de l'eau, un peu de légumes, en fait, et vous vous retrouvez avec votre taux de calcium.
Alors, pour limiter voilà, l'absorption du calcium, parce que c'est vrai qu'on peut en manger beaucoup, mais il y a des choses qui empêchent l'absorption du calcium. C'est attention si vous mangez trop de sel. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de réduire vos sources de sel. Mais on favorise la perte de calcium. Hein, donc, le sel piège le calcium. Les sodas et la caféine réduisent l'absorption du calcium. Et l'alcool et le tabac, bien sûr, ont un impact négatif sur la densité osseuse. Hein. Donc attention, vous voyez il ne faut pas tout mélanger, donc il faut vraiment essayer de réduire le sel et de redécouvrir les épices et les aromates. Donc, pour ce calcium, en fait, il faut le répartir sur la journée. Il ne faut pas tout manger le matin et pas tout manger l'après-midi. Il faut associer donc de la vitamine D, c'est ce que je vous disais, donc soit des œufs, soit du poisson, soit un peu d'ensoleillement quand on le peut. Et il faut surtout éviter les régimes restrictifs. Voilà, vous êtes dans un âge où justement vous risquez de vous faire plus de carences en faisant un régime trop restrictif plutôt que de faire l'équilibre alimentaire. Restons simples et faisons des choses classiques. Les autres facteurs de prévention, forcément, le fait de s'exposer au soleil, c'est une source naturelle de vitamine D. Et puis, en fait, l'activité physique, hein, qui fait aussi partie de votre bien-être, hein, aussi bien pour le muscle, ça mobilise le cardio, le respi, les muscles, la tête. Hein, et puis, ça vous permet justement de garder aussi une socialisation avec l'extérieur. Et puis, la réduction des toxines, en fait, hein, attention au tabac, à l'alcool et à l'excès de caféine. Vous n'êtes plus dans le même schéma que quand vous travaillez. Et donc, du coup, il faut lever le pied sur ces toxines. Merci Madame Boulanger. On passe sur quelques questions, mais il y en a beaucoup auxquelles vous avez déjà répondu dans le déroulé de votre intervention. Une question sur le fait de cuisiner au beurre. Est-ce que c'est conseillé? Quel est votre avis sur le sujet? Alors, je suis pas du tout. Alors, on cuisine au beurre par habitude, en fait, par transmission, je dirais, familiale. Le beurre va vous permettre de dorer votre viande, mais le beurre ne supporte pas un fort degré de cuisson. Donc, en fait, c'est pas vraiment conseillé. Au mieux, ce serait de faire un petit peu de beurre et une huile d'olive, par exemple. Et là, vous faites du moitié végétal, moitié animal. Vous aurez votre aspect doré, mais en même temps, vous aurez votre huile d'olive qui va compenser. Parce que le beurre qui est cuit est très néfaste pour la santé, que ce soit pour le tube digestif, que ce soit pour l'absorption, en fait, c'est pas du tout recommandé. Donc, soit vous prenez une margarine, vous en mettez sur un pinceau, vous badigeonnez votre poêle, vous la faites bien chauffer et vous mettez votre viande, en fait, pour qu'elle soit saisie. Soit vous mettez un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, en fait, et du coup, ça vous permet de dorer et d'avoir quand même des bonnes graisses, en fait, dans votre plat. Merci. On a parlé pas mal des produits laitiers. Quel est votre avis sur les produits laitiers allégés, notamment sur leur teneur aussi en calcium Alors, de façon plus globale? si le produit laitier est allégé, il y a forcément une perte de calcium. Il y a forcément des pertes de minéraux. Donc, si vous n'aimez pas le lait ou si vous voulez, alors dans les laits, ce que j'appelle les laits allégés, c'est des laits écrémés, il n'y a plus rien dedans, hein, il n'y a plus que de l'eau et très peu de protéines. Le mieux, c'est de rester sur du demi-écrémé. L'entier est un peu trop riche, mais le demi-écrémé est un bon compromis. Après, sinon, si vous recherchez du calcium, plutôt vers du fromage ou des yaourts comme le fromage blanc, les petits suisses, le skyr, les yaourts nature en fait. Mais par contre, attention aux laits végétaux. Les laits végétaux sont problématiques parce que justement, ils contiennent des sources de phytoestrogènes et puis au niveau protéines, il y a vraiment très peu de bonnes choses en fait. Hein. Donc d'ailleurs, les laits végétaux, on ne dit plus les végétaux, on dit boissons végétales. Hein. Depuis, avec le Nutri-Score, on a changé l'appellation. Ça ne s'appelle pas des laits parce que ça n'est pas du tout comparable à un lait par rapport à la composition en nutriments et en minéraux. Merci. On va donc passer à la partie de Madame Ferru, puisqu'il est déjà 11h25 et les questions qui n'auront pas pu être traitées pendant ce temps d'échange pourront être traitées par écrit et les réponses vous seront mises à disposition en même temps que le support. Merci à vous, Madame Boulanger. Je laisse la parole à Madame Ferru. Bonjour, donc Cécile Ferru, les Buissonnières. Moi, je suis coach et naturopathe notamment spécialisée dans l'accompagnement des femmes des premières menstruations
à la ménopause. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour venir compléter un peu cette intervention autour de savoir écouter son corps au fil des âges. Donc, ce que je voulais vous partager en démarrage, c'est déjà que c'est vrai qu'il y a les changements au sein de son corps, mais souvent, avant les changements corporels, en fait, il y a déjà un changement social. Et c'est vrai que quand on parle de ménopause ou d'andropause, on va déjà avoir cette sorte des classifications au niveau social. Et déjà, c'est quand même quelque chose qui peut être éprouvant, en fait, à vivre. Il faut savoir que ce n'est pas le cas dans toutes les civilisations et que, par exemple, au Japon, on parle de second printemps. Voilà, donc c'est déjà une perception des choses qui est complètement différente et qui fait déjà qu'on ne va pas avoir de l'angoisse en fait à vieillir, mais qu'on va plutôt pouvoir le voir aussi comme quelque chose de positif. Pourquoi avoir un corps en bonne santé, notamment via l'alimentation et nutrition, hein, on a beaucoup parlé, Madame Boulanger, elle a vraiment insisté sur la qualité nutritionnelle de l'alimentation, et c'est très important. Pour avoir un corps en bonne santé, bah, c'est pour venir soutenir nos projets de vie. C'est ça qui va nous porter et nous permettre de continuer à réaliser ce qui fait sens pour nous. Donc pour ça, il faut aussi savoir écouter les signaux du corps. Et souvent, moi j'aime bien cette image, hein, plutôt que de lutter contre la marée, c'est apprendre à surfer sur la vague, à nous apporter ce qui est bon pour être un peu en mode économie d'énergie. Alors pas pour en faire moins, mais pour le faire mieux, pour ne pas dépenser de l'énergie inutilement, mais être en harmonie entre ce que notre corps est en capacité de faire et surtout d'avoir le bon carburant pour avancer correctement. Voilà. Alors, du coup, c'est aussi toutes les évolutions hormonales autour de notre corps, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. C'est important d'avoir quelques repères et surtout de sortir des tabous. On voit que quand on est dans le tabou, on va vivre en fait ces périodes-là de façon seule. On ne sait pas qu'on ne sait pas des fois parce que du coup il y a un manque d'informations, on ne dispose pas des ressources, on ne sait pas vers qui se tourner, on ne peut pas anticiper les choses et du coup on les subit. Et donc le savoir, comme la conférence à laquelle vous assistez aujourd'hui, le savoir c'est le pouvoir. Et on mérite tous de passer de la douleur à la douceur et d'accompagner. Alors certes la prévention, la naturopathie c'est beaucoup de prévention, mais il n'y a pas d'âge pour commencer en fait à mettre en place les bons réflexes et donc vivre dans un corps apaisé. Alors, quelques repères. Alors, je vais parler de la ménopause, mais je vais aussi parler de l'andropause. Donc, c'est le jeu des hormones. La ménopause, donc, il faut savoir que c'est des changements hormonaux qui vont s'entamer en fait 10 ans avant l'âge de la ménopause, les changements hormonaux. Donc la ménopause, elle est en moyenne à 51 ans. Donc on considère qu'on est en ménopause après 1 an d'arrêt de menstruation. Et donc, ça commence par la périménopause où on va avoir des modifications de cycle, de durée, d'abondance de règles. Et ensuite, ce qu'on appelle, nous, dans l'imaginaire, ce qu'on a un peu comme la ménopause, c'est plutôt finalement tous les effets secondaires qui peuvent durer plus ou moins longtemps, en fait, selon les personnes et selon la vie qu'on a eue avant. Moi, j'aime bien rappeler aussi que, en fait, ce qui est aussi important dans tous ces changements-là, c'est que des fois, on n'a pas été à l'écoute déjà de notre corps pendant notre vie avant la ménopause. Et on est dans une société qui est sur l'énergie qu'on dit solaire, l'énergie masculine. Donc plutôt un fil continu. Alors que l'énergie de la femme, c'est quelque chose de cyclique. Et que tous les mois, on va avoir des moments de grande énergie et des moments beaucoup plus d'introspection, de calme, notamment pendant les menstruations. Et donc, on est dans cette forme de cyclicité où on a à la fois de l'énergie et à la fois des temps plus de repos et d'introspection. Ça va durer dans la vie d'une femme 35 ans à peu près, soit entre 400 et 500 cycles.
Cumuler en fait les temps de menstruation, ça dure 6 années. Et donc, on a l'habitude de jongler avec ces énergies, mais en même temps d'être en suradaptation permanente à la société qui est dans une énergie linéaire. Donc, souvent, quand on arrive à la ménopause ou à la retraite, on n'a pas vraiment déjà écouté son rythme et on a été puiser énormément de ressources dans son corps. Et c'est ce qui peut aussi générer, au moment de la ménopause, en fait, beaucoup de fatigue et une ménopause avec des effets qui sont assez marqué parce que notre corps, tout simplement, il est épuisé. Voilà, c'est un peu l'image avec le téléphone portable, qui est devenu un de nos fidèles compagnons. Quand on tire un peu trop sur la batterie et qu'on veut le recharger après, la batterie, elle a pris cher et elle se recharge moins facilement. Elle est plus longue à se recharger, voire il faut changer la batterie. Donc, d'où l'importance, en fait, d'écouter vraiment, d'écouter son rythme. Le jeu des hormones, c'est aussi en fait que on attache beaucoup la ménopause aussi quand même à l'arrêt de la capacité reproductive. Mais en fait, les hormones vont avoir un rôle bien plus important que ça. Donc, dans le cycle de la femme, on a donc notamment l'œstrogène. Ça va jouer bien sûr sur le corps, sur la façon dont à l'adolescence le corps va s'arrondir, notamment au niveau de la poitrine, au niveau des hanches, au niveau bien sûr de l'endomètre et de la capacité reproductive, mais ça a aussi un impact sur la libido, sur la densité osseuse, sur l'effet métabolique et cardiovasculaire, sur la fonction cognitive et un rôle d'antioxydant. La deuxième hormone qui est très présente dans le cycle féminin, c'est la progestérone. Et elle va jouer aussi un effet, donc c'est une hormone qui sera plus dans la deuxième partie du cycle entre l'ovulation et les menstruations. Et c'est une hormone qui va plutôt avoir un effet un peu antidépresseur, anxiolytique, qui va favoriser le sommeil, qui va aussi avoir un effet sur la densité osseuse, qui a un petit effet diurétique, qui a aussi un effet sur la santé cardiovasculaire et la coagulation du sang, et qui est anti-inflammatoire. Donc on voit que c'est bien plus large que simplement la sphère reproductive, et c'est ce qui explique que ça vient chambouler beaucoup de choses au moment de la ménopause. Et que donc au moment de la ménopause, on a vraiment des manifestations, on va parler des hommes aussi, je vous rassure, on a des manifestations qui sont très visibles et connues, dont on va plus parler, donc les bouffées de chaleur, les suées nocturnes, la prise de poids, parce que forcément c'est visible, l'humeur, d'ailleurs c'est très décrié socialement, quand on dit tout ce qui est autour du cycle, t'as tes règles, t'es ménopausée, voilà, c'est très connoté négativement, alors que c'est quand même ce qui fait que le monde continue en fait à accueillir de nouvelles générations, donc on devrait être un peu plus en reconnaissance par rapport à tout ça, et certes ça a des modifications sur notre humeur, mais c'est peut-être aussi simplement le fait qu'on n'a pas assez d'espace pour pouvoir aussi se reposer et venir nourrir les besoins qu'on a par rapport à ce cycle. Donc je vous disais les effets visibles, mais il y a aussi ce que moi j'appelle un petit peu la face cachée de la ménopause. Ça va être tout ce qui est autour des sécheresses des muqueuses, notamment des sécheresses vaginales, qui peut aussi être un sujet vraiment tabou, mais qui est très important. On a rappelé dans l'alimentation l'importance du plaisir, mais c'est aussi le plaisir avec le corps, le plaisir dans nos projets, dans le contact social, etc. Et donc, en l'occurrence, là, d'avoir des problèmes de sécheresse, alors là, plus vaginale, mais ça peut aussi être des sécheresses au niveau des yeux, au niveau nasal, au niveau anal, au niveau de la bouche. Et donc, on voit qu'il y a d'autres fonctions. Au niveau de la bouche, on a des enzymes digestives qui ont un rôle très important dans la digestion. Et au niveau anal, on voit que des sécheresses de ce côté-là, ça peut aussi être très gênant pour des actes de défécation qu'on fait quand même tous les jours. On peut aussi avoir de l'ostéoporose. Donc ça, c'est un sujet qu'on a évoqué et qu'on réabordera. Et l'impact sur le sommeil. Voilà. Et donc, pour changer un petit peu aussi son regard par rapport à la ménopause, mais aussi à l'andropause, on dit que, en tout cas les Japonais, qui ont un regard très différent sur cette période de la vie, vont dire qu'en fait, la femme qui n'a plus de menstruation, elle a intégré la sagesse de tous les cycles. Voilà. Et que toute cette énergie qui était mise en fait, dans la reproduction
va pouvoir être mise ailleurs. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être très positif et d'être dans quelque chose qui est de l'ordre aussi de la transmission d'une certaine sagesse, d'un certain apprentissage de la vie, mais aussi du corps, qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, à notre entourage. Et donc, l'importance de pouvoir valoriser en fait ce qui est une vraie ressource. Donc, c'est vraiment une question de trouver un équilibre tout au long de la vie, dans et avec son corps. Et ce que j'aime bien aussi rappeler, c'est que, notamment pour les femmes, c'est le cas aussi pour les hommes, mais c'est d'autant plus marqué pour les femmes parce que le jeu hormonal est beaucoup plus fort, c'est que finalement, on est en quête constante d'équilibre et de réappropriation de son propre corps. Parce que justement, le cycle se modifie tout au long de la vie, qu'on ait eu des enfants ou pas. Donc, ça vient jouer sur la prise de poids, sur nos formes, sur aussi notre humeur et notre énergie surtout. Voilà. Et donc, quelque part, c'est un travail de toute la vie et c'est pas simplement en fait au moment de la ménopause, c'est vraiment tout au long de la vie, mais ça peut être des instants plus difficiles au moment de la ménopause parce qu'il y a un cycle en fait qui se boucle et donc il y a aussi des notions de deuil qui se jouent à ce moment-là. Alors de deuil, c'est autant quand on parle de deuil, on pense à la mort, mais c'est pas que la mort physique, c'est vraiment la mort de certains projets. Mais quand on dit mort, c'est aussi acceptation. Quand c'est la fin de quelque chose, c'est aussi le début d'autre chose. Donc ça peut être le départ des enfants du nid de la maison. Ça peut être le départ aussi de ses propres parents, qui est une étape de vie aussi difficile. Et là, en l'occurrence, quand on est sur le rapport aussi au corps, au cycle, voilà, c'est la fin de la période de reproduction. Mais ça ouvre encore une fois une liberté pour d'autres projets. D'où l'importance d'avoir un corps en bonne santé pour venir soutenir donc ces projets. L'andropause, c'est quelque chose de beaucoup moins marqué pour les hommes parce que le jeu hormonal est moins fort chez les hommes, mais ça peut commencer à apparaître autour de 40-45 ans. C'est des changements qui sont plus subtils, mais qui peuvent être marqués selon les cas. On dit que les statistiques montrent que c'est 10 à 20% des hommes après 50 ans et jusqu'à 50% des hommes après 70 ans. Donc on voit que c'est quelque chose qui est moins majoritaire, en tout cas moins répandu que pour les femmes. Ce qui va se jouer pour les hommes, c'est au niveau de la testostérone. Donc en fait, c'est l'hormone mâle principale qui est notamment sécrétée par les testicules, mais aussi un peu par les surrénales, qui va voir en fait son taux diminuer. Et donc ça a aussi des impacts sur différentes sphères qui peuvent être aussi difficiles à vivre. Et on se rend compte d'un certain parallélisme en fait avec la ménopause. Ça va jouer sur la libido, ça va jouer forcément aussi sur la fonction érectile, sur le niveau d'énergie, sur les perturbations du sommeil, sur la fatigue générale, sur la prise de poids qui va être plus volumineuse et localisée au niveau de l'abdomen, la fragilité osseuse, la fonte musculaire, mal-être musculaire, articulaire, voilà. Tout des trucs très chouettes. Mais en tout cas, ce n'est pas une fatalité, d'où encore une fois le webinaire d'aujourd'hui. Ce qui va être aussi des facteurs communs entre ménopause et andropause, on voit dans les manifestations des choses qui sont communes, et on retrouve les mêmes facteurs de risque aggravants que sont le mode et l'hygiène de vie, alcool, tabac, l'équilibre mauvais gras et oméga 3, donc qui ont déjà été aussi évoqués, mais aussi des choses comme le stress. Je vous le dirai plusieurs fois, le stress, c'est le premier des perturbateurs endocriniens. Alors, vous me direz, c'est facile à dire comment on fait après ça, on va l'évoquer, mais c'est effectivement pouvoir s'autoriser aussi du temps pour soi, c'est aussi accepter de ralentir et de faire des choses vraiment qui nous ressourcent. Quand on parle ménopause et andropause, c'est aussi prendre conscience que finalement, même si c'est plus minoritaire chez les hommes, il y a aussi cette bascule qui se fait, ce changement qui peut être qui est important, qui se fait en même temps pour les hommes et pour les femmes. Alors avec un petit décalage, souvent les hommes c'est un petit peu plus tard, mais encore une fois l'importance de la communication avec son entourage, avec son conjoint, pour exprimer ces choses-là, encore une fois, pour ne pas les vivre seul et de pouvoir le partager et faire de l'autre une ressource plutôt que faire équipe, plutôt que être en opposition. Et rappeler que du coup, finalement, tous ces moments de la vie,
c'est à la fois quelque chose de très banal, parce que tout le monde est amené à le vivre, et finalement, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours là. Mais c'est aussi très singulier, en fait. C'est vécu, en fait, très différemment d'une personne à l'autre, déjà dans l'intensité des manifestations, dans la perception sociale qu'on va en avoir, et dans les ressources qu'on va mobiliser. Donc, encore une fois, l'importance d'en parler. Et pour résumer un petit peu tout ça, eh bien, effectivement, c'est globalement, en fait, un ralentissement du métabolisme. Donc, nous, ce qu'on va chercher à avoir, c'est déjà de l'écoute de soi, de ses besoins, pour venir les nourrir, et c'est d'avoir donc des ressources en fait à disposition pour apporter ce dont le corps a besoin. Donc encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Donc la santé cardiovasculaire, attention à nos petits cœurs, voilà, ça a été évoqué au regard de la nutrition. Moi, je vais essayer d'apporter quelques éléments complémentaires. Rappeler que c'est la première cause de mortalité pour les femmes. D'où l'importance de faire un bilan. En fait, une des hormones qui diminue jusqu'à quasi disparaître avec la ménopause, c'est l'œstrogène, et que ça joue énormément sur les tissus. Et notamment l'élasticité des tissus. Et les hormones vont avoir plutôt un rôle protecteur au niveau de la santé cardiovasculaire. Donc, au moment de la ménopause, tout cet équilibre est chamboulé plus ou moins brutalement, mais quand même. Et donc, c'est vraiment le bon moment pour aller faire un bilan cardiovasculaire. J'en profite pour rappeler qu'il y a par exemple la tournée du bus du cœur qui passe notamment à Lille, mais aussi à Maubeuge, à Dunkerque, à Amiens aussi, je crois, et voilà, dans différents endroits en France. Et de rappeler l'importance de faire un bilan, parce qu'effectivement, au niveau de notre santé cardiovasculaire, il va y avoir des changements qui vont s'opérer au moment de cette ménopause. Et vu qu'on aura été protégé pendant toute la période de notre vie antérieure, on ne va pas forcément y penser, et alors qu'on a besoin déjà de cette surveillance. Encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir, pour pouvoir agir en conséquence. Ce qui est le focus que je voulais faire un petit peu avec vous sur la santé cardiovasculaire, c'est aussi que en fait, donc il y a cette particularité des femmes d'être particulièrement vulnérables au moment de la ménopause, parce qu'il y a ces gros changements, et aussi parce qu'il y a un certain nombre de manifestations qui sont très spécifiques en fait à la femme, et que en santé de façon générale, mais c'est vrai en santé, mais c'est vrai pour beaucoup de choses de la vie, l'échelon, le repère, voilà, c'est plutôt l'homme. Et du coup, là, il y a de plus en plus de sensibilisation sur justement les spécificités de la femme, de façon à ce qu'elle soit mieux prise en charge, mieux sensibilisée déjà, mieux prise en charge ensuite, et que il y a les mêmes chances de pouvoir rester en santé, en bonne santé, le plus longtemps possible. Ça, c'est dû notamment aussi au fait que les femmes, souvent, sont beaucoup plus endurantes à la douleur. Désolée, messieurs. Voilà. Et du coup, on a tendance à moins s'écouter, à penser à justement s'assurer que les enfants, que le conjoint, que autour de soi, en fait, on va faire attention à sa santé. Et nous, on va un peu prendre sur nous et attendre que ce soit un petit peu trop avancé pour dire tiens, il y avait ça, mais bon, ça me dérange pas tant que ça, et d'attendre en fait que la problématique soit beaucoup plus avancée. Donc, on a la chance d'avoir un super système de santé. Et donc, voilà, d'être en mesure de l'utiliser quand on en ressent le besoin, en tout cas que notre corps nous envoie des signaux. Alors, au niveau de la santé cardiovasculaire, en complément de ce qui a déjà été dit, c'est aussi beaucoup rester en mouvement. Voilà, l'activité physique, ça a été rappelé, le cœur, c'est un muscle, notre système sanguin, c'est un réseau qui a besoin d'une impulsion qui est donnée par ce corps, par le cœur, pardon, et le corps. Et donc, rester en mouvement, ce sera quelque chose d'important. À la fois d'avoir une activité physique de mouvement comme la marche, le mouvement de façon générale, et puis une activité physique un peu plus intense qui va venir chercher un petit peu le cardio pour justement le garder en bonne activité. Un outil de prévention qu'on n'utilise pas assez, en mon sens, c'est porter des bas de contention. Alors, voilà, ça peut aussi être perçu un peu négativement. Moi, j'en porte déjà.
parce que c'est un élément vraiment qui va avoir peu d'impact sur notre qualité de vie, mais qui va avoir vraiment un effet très bénéfique de prévention et surtout d'amélioration de la circulation des jambes, notamment. Donc, ça peut être des bas, ça peut être des collants. Voilà, c'est quelque chose qui sera important. Moi, je vous invite en fait à tout simplement demander à votre médecin de faire un petit bilan de ce côté-là si ça n'a pas été fait. Et sinon, il vous fait une ordonnance, vous allez en pharmacie, c'est pris en charge. Et maintenant, on a des bas et des collants de contention qui sont franchement comme n'importe quelle chaussette ou collant. Donc voilà, il n'y a pas de gêne esthétique, on va dire, par rapport à ça. Finir sa douche par du froid sur les jambes en allant du bas vers le haut pour remonter vers le cœur, décidément. Ça sera un geste pareil qui coûte pas grand-chose mais qui va vraiment venir stimuler en fait la remontée du sang vers le cœur et qui va mettre du mouvement dans le corps. Simplement par l'effet du chaud-froid de la douche. Et ça va venir resserrer les vaisseaux sanguins, ce qui est toujours intéressant. On n'y pense pas souvent, mais en fait, tout ce qui est sensibilité aussi au niveau des doigts, c'est le réseau capillaire, donc les réseaux les plus fins de notre réseau sanguin. Et donc, c'est important de les entretenir. Et ça s'entretient, par exemple, avec le mouvement et notamment le chaud-froid qui va venir stimuler un petit peu tout ça. J'ai vu passer dans le chat, on parlait de cohérence cardiaque, effectivement pour le stress, c'est super. Et on va pouvoir venir le coupler en fait avec la pratique de la respiration profonde abdominale. Donc pareil, c'est beaucoup en rapport avec notre relation au corps, ou surtout pour les femmes, mais pas que, on nous apprend à rentrer le ventre. Alors que physiologiquement, ce qui est bon pour notre organisme, c'est à l'inspiration de venir sortir le ventre, et à l'expiration, de venir ramener le ventre vers la colonne vertébrale. Et ça fait un jeu de massage de nos viscères. Donc déjà, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de constipation, au-delà de la consommation de fibres, d'eau, etc., comme ça a été rappelé, d'effectuer en fait ce massage abdominal par une respiration profonde par le ventre, ça va venir masser nos viscères, donc faciliter la digestion, le transit, ça va venir stimuler le nerf vague et nous apaiser, et ça va venir vraiment faire circuler. Donc ça, ce sera quelque chose de très intéressant. Et puis voilà, je vous ai rajouté faire une cure de sève de bouleau. Alors pourquoi ? Parce que ça a des propriétés, c'est très reminéralisant pour l'organisme. Ça a un petit côté drainant, mais très soft. Et surtout, c'est très reminéralisant. Donc là, c'est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Mais de façon plus globale, ça va être bon aussi pour la densité osseuse et pour le fonctionnement du métabolisme, donc de façon générale. Voilà, et après, je ne l'évoquerai pas ici, mais il y a aussi des plantes qui peuvent être utilisées pour améliorer la circulation sanguine, sur la régulation de la tension, etc. Mais ça nécessite de voir un professionnel, que ce soit votre médecin ou un naturopathe, afin de voir qu'il n'y ait pas de contre-indication particulière. Alors, je vais continuer sur l'ostéoporose. L'ostéoporose, donc ne pas attendre que ça casse. Malheureusement, en fait, on attend bien trop souvent, on a tous des exemples autour de nous, de notre grand-tante, de notre mère, grand-mère, etc. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, et puis une toute petite chute, un petit choc, et ça casse. Il ne faut pas attendre. On sait que les changements hormonaux vont faire qu'on va, et le vieillissement, vont faire que on sera beaucoup plus sensible à ça. Donc très concrètement, encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. Eh bien, on fait un bilan pour savoir où on en est. Voilà, donc c'est une densitométrie osseuse qu'on va demander à son médecin et au moins on sait où on en est au niveau de son statut osseux et on va pouvoir mettre en place la bonne stratégie après avec l'alimentation, mais pas que, pour limiter cet impact. Et on n'attend pas d'avancer dans le temps et d'avoir déjà des manifestations fortes ou de s'être déjà cassé quelque chose pour mettre en place les bons réflexes. Donc, après ce petit bilan, ça va être par exemple, on parlait, j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure sur les douleurs articulaires. Globalement, au-delà de la densité osseuse, ça va être par exemple consommer du bouillon d'os. Donc, encore une fois, remède de grand-mère, oui, mais nos grand-mères, elles avaient peut-être bien tout compris. On va aller chercher en fait les cartilages. Alors quand on se fait un bon poulet du dimanche, on va garder tous les os et on va les faire chauffer dans de l'eau et avec des légumes pour faire un bouillon plusieurs heures et récupérer notamment le collagène qui est présent en fait
dans les articulations, dans le cartilage. Donc ça va être très bon pour notre santé ostéo-articulaire, limiter les inflammations, pour la peau aussi, pour tout ce qui est élasticité et densité. Ce qui sera important aussi pour l'ostéoporose, qu'on ne rappelle pas assez, bien sûr que l'alimentation, ça va jouer énormément, mais après, en fait, si on n'a pas une activité physique suffisante, et notamment tout ce qui est avec faible impact. Donc, si c'est la marche, c'est la marche, mais c'est la marche dynamique. Et en fait, c'est cette stimulation de l'os qui va faire qu'il va aussi se régénérer plus facilement si on lui apporte les bons nutriments aussi à la base. Mais ce sera important, si on est sédentaire, qu'on a une bonne alimentation et qu'on est sédentaire, le mouvement, c'est la vie. Voilà, donc c'est nécessaire. Maintenir une masse musculaire suffisante, on en a parlé avec l'alimentation. Donc, ce sera aussi important pour que les os restent en bonne santé. Limiter l'acidité du corps. Donc, j'ai vu passer effectivement tout à l'heure aussi des questions par rapport à ça. L'acidité du corps, ça va provenir par exemple du stress déjà. Le plus grand acidifiant pour l'organisme, c'est le stress. Donc, on retombe un petit peu sur notre cohérence cardiaque, entre autres. Mais en tout cas, du coup, ce sera un des facteurs les plus importants. Des fois, on va chercher à l'extérieur des choses, mais il y a aussi notre intérieur. Ça va être de limiter les aliments qui ont quand même une tendance à l'acidification de l'organisme. Tout à l'heure, on parlait du café. Le café, en général, on dit 1 à 2 tasses. Alors, une vraie tasse à café, pas un gros mug, sinon on réadapte. Pardon. Ça aura une tendance acidifiante pour l'organisme. Ensuite, ça va être tout ce qui est sucre, on l'a évoqué aussi, qui va être acidifiant pour l'organisme, et des aliments qui vont être plutôt alcalinisants. Donc le jaune d'œuf, par exemple, coulant de préférence pour avoir tous les nutriments, ce sera plutôt alcalinisant. Le beurre frais, non cuit, le fromage blanc, les légumes frais, les laits végétaux, la banane. Et même si ça peut paraître contre-intuitif, mais le citron. Le citron est acide au goût, mais après, dans l'estomac, est plutôt alcalinisant. En faisant attention à l'émail de ses dents, si on consomme trop de citron, notamment les fameux jus de citron le matin, ça peut être intéressant, mais avec une paille et voilà, de ne pas garder l'acidité au niveau des dents, sinon ça peut avoir un impact. Et un bon niveau de vitamine D qui est fondamental pour l'organisme. Donc ça a été rappelé, voilà, exposition au soleil, au niveau aussi de l'alimentation ou en complémentation, hein, tout simplement. En complémentation, on est tous carencés en vitamine D et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit dans le nord de la France. Oui, je vois petit impact running. Oui, après running, c'est déjà gros impact. Hein. Déjà de la marche active, c'est déjà bien. Alors, il y avait quelques petites questions dans le chat. Question sur la cure de bouleau. Pour l'effectuer, à quelle fréquence, durée, quantité et où en trouver, s'il vous plaît? Alors, la sève de bouleau, moi j'aime bien parce que souvent on parle de biodisponibilité et c'est quelque chose qui est assez biodisponible. En fait, on va acheter un bidon de 3 litres de sève de bouleau. C'est la période maintenant, en fait, c'est le printemps, donc la sève elle monte dans l'arbre, c'est le moment où elle est la plus chargée, donc très reminéralisant. Et on va boire un petit verre de cantine à jeun le matin pendant 3 semaines. Voilà, tout simplement. Donc avec le temps, donc c'est à garder au frais et avec le temps, il y aura une légère peut-être acidité en fait au goût qui va se former, mais c'est vraiment juste au niveau du goût. Et on la trouve où? On la trouve dans les magasins bio. Après, il y a des petits producteurs, voilà, à droite à gauche. Moi, j'aime bien utiliser le site La Fourche, qui est un site de bio en fait et qui fait des envois de sève de bouleau. Et par contre, c'est pendant cette période-ci du printemps. Et donc, on la fera une fois dans l'année. Après, on peut en trouver des lactofermentés qui sont aussi intéressantes parce que ça va rajouter des probiotiques. Donc, comme ça a été évoqué par Madame Boulanger tout à l'heure, pour la qualité de notre microbiote, qui est nécessaire à la fois pour la nutrition, la santé mentale, mais aussi pour l'immunité. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Merci. Je vous propose de continuer puisqu'il est déjà 12h moins 5 pour qu'on essaye de tenir le plus possible le timing, s'il vous plaît. Merci.
Alors, parlons un petit peu, alors on change de sujet, mais la prostate, qui est aussi un sujet qui est très important, c'est une évolution physiologique du corps. Son volume augmente progressivement avec l'âge et ça va, en fait, on va retrouver des problèmes à la miction, des difficultés à uriner de fréquence et potentiellement aussi des troubles érectiles. Donc ça touche plus de 50% des hommes de plus de 50 ans. Donc encore une fois, sortir du tabou pour en parler, pour avoir des solutions. Donc la problématique sera augmentée quand, alors on retrouve un peu toujours les mêmes facteurs de risque, hein. Une alimentation riche en graisse animale, une alimentation raffinée, donc industrielle, riche en sucre, l'obésité, le tabagisme, l'hypertension artérielle ou encore l'hypercholestérolémie. Donc très concrètement, ce qu'on va préconiser, c'est suivre un régime hypotoxique. C'est aussi de privilégier des aliments riches en zinc. Donc, moi, j'adore notamment les graines de courge et l'huile de courge qu'on peut consommer donc 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Les oignons qui sont riches en silice et qui sont des bons décongestionnants. Les œufs, les noix, les lentilles, le germe de blé. Donc ça, ce sera assez intéressant. Et les jus de grenade, voilà. Donc ça peut être aussi vraiment en prévention. Je rajouterais peut-être, on a beaucoup parlé des oméga 3, alors que les huiles, je voyais passer dans le chat tout à l'heure, lin, cameline, etc., sont des huiles qui vont se garder au frais pour préserver leurs propriétés antioxydantes. Voilà. Ensuite, donc ça va aussi être de limiter donc chez l'homme, ça va être lié à la baisse aussi de la testostérone. Ça va être aussi de limiter les aliments qui vont faire chuter la testostérone. Et parmi les aliments, il va y avoir la menthe verte, la réglisse qui est aussi contre-indiquée en cas d'hypertension, et les graines de lin. Les graines de lin qui sont très bénéfiques pour le transit, pour tout un tas de choses, de propriétés qu'elles portent, et notamment aussi des oméga 3, mais qu'on va consommer modérément chez les hommes, surtout quand il y a déjà un déficit de progestérone. Effectivement, ces cuillères à soupe oméga 3, ça en fera certainement rire certains, mais pour aussi le bon gras, moi je consomme de l'huile de foie de morue qui est désodorisée, donc qui n'a pas ce goût, voilà. Mais effectivement, en fait, on a un gros déséquilibre entre les mauvais gras et les bons gras, et on fait souvent la chasse au gras, mais on en a vraiment besoin pour notre organisme, mais du bon gras. Voilà. Et donc, c'est les huiles riches en oméga 3 qui seront plutôt à consommer, donc conservées au frais, et qu'on rajoutera sur notre plat après le temps de cuisson. Voilà. Et effectivement, les graines de lin broyées dans un moulin à café, à garder au frais. On fait pour une semaine. On n'achète pas ces graines de lin déjà broyées, sinon elles deviennent oxydantes. Et on les garde effectivement au frais. Je souhaitais aussi vous faire un petit focus sur la santé des seins. Ah bah oui, voilà, donc il y avait importance de la vitamine C aussi, voilà, vous l'avez dans la diapo, des jus, ce que j'ai dit, prévenir la constipation et augmenter la ration de fibres. On voit, c'est vraiment des choses qui sont classiques, mais qui sont importantes à rappeler. Donc on rebascule sur des choses plus spécifiques des femmes, quand bien même les hommes sont aussi concernés par le cancer du sein, mais c'est moins de 1% des cancers du sein. Le cancer du sein, ça touche une femme sur 8, d'où l'importance. Alors, il y a le dépistage. Le dépistage, c'est l'autopalpation et c'est les examens type mammographie, échographie. Mais la prévention, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant pour éviter d'être malade. Et donc ça a à voir avec notre santé hormonale. Voilà, donc déjà, c'est rappeler les gestes d'autopalpation à effectuer une fois par mois. Donc, ça va être l'observation. J'ai baissé un petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir, mais ça va être déjà, ce qui va nous intéresser, c'est le changement. Donc, c'est déjà accepter de regarder son corps, le voir, savoir comment on est constitué et repérer des changements. Donc, ce qui va être déjà, ça va être au niveau visuel, de voir si en termes de forme, de taille, de couleur, de texture, il y a des changements. C'est très connu que souvent on a un sein plus gros que l'autre. Bon, c'est OK, notre corps, il est fait comme ça.
Le jour où si on a toujours eu un sein plus gros que l'autre et que voilà, on constate que ça s'est inversé ou ça s'est équilibré, que ça ne correspond pas au corps qu'on a toujours connu, ça sera un signe d'alerte pour prendre rendez-vous et aller vérifier. J'aime bien rappeler, c'est toujours depuis l'espace du cœur et pas de la peur. On est content de prendre soin de son corps. On n'a pas peur d'être malade. Donc, ce qu'on va faire, c'est toujours le bras levé, toujours dans la même position. Et on va regarder aussi dans le creux de l'aisselle, ici, les ganglions, qui sont les portes d'évacuation, en fait, de nos déchets hormonaux du sein. Voilà. Et on va ensuite souvent découper le sein en fait en 4 cadrans et on va partir de l'extérieur vers l'intérieur pour revenir comme ça palper avec nos doigts les différences de texture. Si on n'a pas l'habitude de le faire, ça peut être assez surprenant parce qu'il y a vraiment des différences en fonction du haut, du bas et du centre du sein de densité de la matière. C'est normal qu'il y ait des densités différentes. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'au fur et à mesure qu'on pratique en fait l'autopalpation, on va connaître notre corps et nos seins. Et donc, c'est encore une fois le jour où on remarquera quelque chose de différent qu'on ira solliciter un professionnel de santé et dire, voilà, j'ai remarqué ça. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce sujet ? Voilà. Et on va toujours finir, ne pas oublier de soulever sa poitrine pour regarder sous le sein et de pincer légèrement le mamelon pour voir s'il y a un écoulement ou pas. Voilà. Ce qui va jouer aussi là pour le coup sur la prévention et la santé de nos seins, ça va être de s'automasser les seins. Pourquoi ? Parce que les seins, moi je dis souvent, c'est comme un cul-de-sac et il y a des déchets hormonaux qui vont stagner. Et quand on n'a pas eu l'habitude de se masser les seins, l'important, ça va être de masser de façon très intuitive en fait nos seins et de finir vers ces fameuses portes de sortie, nos ganglions qui sont sur l'extérieur, donc vers l'extérieur pour faciliter ce qu'on appelle le drainage lymphatique. Ce qui va aussi favoriser la santé de nos seins, ça va être de consommer des brocolis et des crucifères qui vont avoir un rôle de détox en fait pour notre organisme et avoir un sommeil de qualité suffisante, donc en quantité et en qualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se régulent au niveau hormonal, mais aussi au niveau de la satiété, au niveau de l'immunité, de beaucoup de choses au niveau du sommeil. Donc, il y a un très bon atelier qui est proposé par Défi Autonomie Senior. Donc, n'hésitez pas si vous avez des problèmes de sommeil. Qui seront importants dans ce cadre-là. Et vraiment, de ne pas hésiter d'être dans cette attention à soi. Je vois effectivement le mieux, c'est la mammographie. La mammographie, selon les cas, c'est tous les ans, tous les 2 ans. C'est aussi des ondes qui créent aussi des risques. Et la première personne responsable de sa propre santé, c'est nous-mêmes. Les professionnels de santé sont là pour nous accompagner, mais le premier lanceur d'alerte, c'est nous. Et donc, c'est vraiment connaître son corps qui sera aussi très important pour avoir ces repères. Donc on parlait du sommeil qui va être quelque chose de très important et donc quelques petits éléments de base, mais ça va être de mettre en place une routine le soir pour favoriser, c'est ce qu'on fait pour les enfants, mais finalement on a besoin nous aussi on a aussi besoin de ça. Avoir une bonne literie et une bonne couette, parce que souvent, en fait, on néglige ça, mais d'être en joie, de retrouver son lit, parce qu'on a des draps qui sont agréables, c'est très important. D'avoir une couette qui est enveloppante et qui nous réconforte, c'est aussi important. Se vider la tête, d'avoir un petit cahier, de noter, parce que si vous êtes comme moi le soir, il y a tout qui fuse et on se dit, mince, je cherchais mes idées dans la journée et puis le soir, tout vient. Et de les noter, comme ça on est rassuré pour le lendemain de se dire c'est bon, je peux dormir tranquille, tout est là. Ensuite, de baisser la luminosité dès le début de soirée. Alors il y a aussi les écrans, mais ça on sait à quel point ça peut être un petit peu difficile de les limiter, en tout cas ça aide, et avoir passé une bonne journée, parce que ce qui va faire aussi notre satisfaction à dormir et à s'arrêter, à mettre notre corps en repos, c'est la satisfaction d'avoir eu une bonne journée qui a été remplie de bonnes choses qui nous ont nourris et où on se dit je suis contente de la journée que j'ai passée.
Pas oh mince, j'ai rien fait, voilà. Où là, ce sera difficile de lâcher prise et de se dire j'ai besoin de me recharger. Donc, de prendre plaisir dans sa journée, en fait, à faire, avoir des amis, à faire des choses qui nous plaisent. Et c'est vrai que souvent, au moment de la retraite, notre temps peut être accaparé par les autres. Et donc, c'est garder quelque part le contrôle de notre temps pour ce qui nous fait plaisir et nous ressource. Je vais demander à Madame Verny si on a le temps pour le petit exercice de détente articulaire. Si c'est rapide, on peut le faire. On peut le faire si vous voulez. Ouais, ok. Et ben, je vais prendre 2 minutes, je vais le faire rapidement, puis comme ça, vous aurez les clés pour le refaire chez vous. Et donc, c'est hop, la slide juste avant. Donc, je vais vous inviter simplement à vous mettre debout. Moi, c'est un exercice que j'aime bien et qui joue aussi sur la détente articulaire, donc qui permet d'entretenir en fait la souplesse articulaire, la détente articulaire, qui va stimuler aussi le nerf vague et qui va nous aider en fait à nous préparer à aller en sommeil. Donc, ce qui est difficile avec cet exercice, c'est d'aller très lentement. Et donc, en fait, on va, après avoir pris 3 grandes inspirations, expirations et expirations en mode soupir, comme un adolescent agacé, de vraiment relâcher toutes les tensions. Ça, on va le faire 3 fois. Et ensuite, on va faire des petites rotations d'abord de la tête. L'objectif, ce n'est pas d'aller chercher la grande amplitude, donc on le fait dans le respect de notre corps, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Par contre, on va essayer d'être le plus lent possible. Et c'est ça qui va être difficile et qui va faire qu'on va devoir se concentrer et qui va nous apaiser notre système nerveux et nous faciliter en fait la détente et du coup la préparation au sommeil. Donc ça, on va le faire avec le cou dans un sens, dans l'autre. Et vraiment, vous voyez, le plus doucement possible. Et on va toujours essayer d'aller encore plus doucement. Après, on va le faire avec les épaules. Donc des petites rotations vers l'arrière, des rotations vers l'avant. Ensuite, on le fera avec les poignets. Donc des petites rotations assez lentes. Les doigts, le bout des doigts. On utilise beaucoup nos doigts maintenant avec aussi les téléphones, si on fait encore de la cuisine, etc. Donc d'apporter de la détente dans nos doigts. Et ensuite, on le fera aussi avec nos chevilles, donc de tourner délicatement nos chevilles. Et s'il y a besoin de prendre un point d'appui avec une chaise, une table, voilà, ne pas hésiter. Le but, c'est quand même de tenir debout. Là, je vous l'ai fait rapidement, mais ça va être vraiment dans un état de détente qui est très intéressant et qui peut vraiment faire partie de votre petite routine du soir. Voilà, de détente. Donc, rapidement, le point suivant, donc je voulais vous parler du plaisir. Du plaisir, parce qu'on l'oublie, mais c'est ce que je vous rappelais là par rapport au sommeil. On a besoin de passer une bonne journée et d'activer notre dopamine dans la journée pour avoir de la satisfaction à aller se coucher aussi le soir. Donc là, la dopamine, ça va être dans tout ce qui est contact physique. Contact physique avec voilà, les câlins, l'intimité. Voilà, donc ne pas hésiter. Moi, je rappelle, hein, franchement, les câlins, ça s'est un peu perdu de prendre les gens dans nos bras. On dit qu'un bon câlin, c'est 2 minutes. Alors, 2 minutes, ça peut paraître long. Mais ça vient aussi activer l'ocytocine, qui est une hormone d'attachement qu'on a entre le bébé et les parents. Et en fait, ça, on en a besoin. C'est des shoots de bonheur qui sont à portée de main. Donc, ne pas s'en priver. Voilà. On peut se dire, oh, j'ai passé l'âge où mes enfants, ils sont grands, voilà, mais en fait, on se rend compte à quel point, quand on s'autorise à le faire, à quel point ça fait du bien à tout le monde. L'activité physique, voilà, rester en mouvement, ça va aussi générer de la dopamine dans le corps. Les rapports sociaux, donc voilà, être en contact dans les relations sociales, que ce soit avec nos amis, la famille, dans le cadre associatif, etc. Et le sens dans notre travail, dans nos rapports sociaux, dans justement des projets associatifs, dans les projets tout court, hein, dans nos projets, et de sortir de quelque chose de juste fonctionnel. Je dois faire le ménage, ça m'embête, j'ai pas envie, mais de tourner les choses différemment pour y trouver du plaisir. J'ai envie que ma maison soit propre et soit agréable. Ça change la dynamique dans laquelle on le fait.
Donc, je vous inviterai en fait tranquillement chez vous, reposer, à venir noter, voilà, prendre une petite feuille de papier et noter qu'est-ce qui me donne de l'énergie et qu'est-ce qui m'en prend. Voilà, 2 petites colonnes, si vous pouvez mettre 4-5 éléments de chaque côté et voir, des fois, ce n'est pas forcément des choses qui vont prendre beaucoup de temps, ni dans un sens, ni dans l'autre, mais qui vont changer radicalement votre journée, en fait. Je pense vous croisez quelqu'un de mauvaise humeur ou un collègue de travail désagréable ou quelqu'un de votre entourage de désagréable, vous allez peut-être le voir 2 minutes et toute la journée, vous allez être et vous allez absorber ces mauvaises énergies et ça va peut-être vous ruminer toute la journée. Et pourtant, ça n'aura pas duré longtemps. Et pour les choses qui vous ressourcent, c'est pareil. Des fois, prendre un temps, on parlait tout à l'heure de cohérence cardiaque, mais ça peut être un temps pour aller marcher dans la nature, pour cuisiner, pour écouter une musique et s'autoriser à danser même avec soi-même. Des choses qui vont nous faire du bien, qui vont nous donner le sourire. Moi, j'adore, par exemple, quand mon chat il vient sur moi, qui se pose. Des fois, je me dis, c'est pas le moment, mais ça me permet de ralentir, d'avoir un câlin et de me dire, en fait, c'est tellement agréable. Et s'il n'était pas venu sur moi, je n'aurais pas pris ce petit temps. Donc, des fois, c'est vraiment des petites choses, mais je vous invite à faire cet exercice. Qu'est-ce qui me prend de l'énergie et qu'est-ce qui m'en donne? Et de me dire, est-ce que c'est juste dans l'équilibre des choses et est-ce que dans ce qui me donne de l'énergie, je ne peux pas le mettre davantage en fait en pratique dans ma vie, même si c'est pas sur des longues durées, mais en tout cas de me l'autoriser pour me sentir bien. Voilà. Et on peut passer à la slide suivante. Donc, je refaisais un petit rappel sur l'alimentation, mais ça a été déjà beaucoup évoqué par Madame Boulanger, donc je ne reviendrai pas dessus. 2 litres d'eau, c'est vraiment des choses qu'on oublie. Les protéines, suffisamment, très important aussi, parce que ce sont vraiment les briques de l'organisme, donc aussi sur la qualité de la peau, mais aussi sur la qualité de nos vaisseaux sanguins. On dit c'est 1 gramme par kilo de poids, donc 60 kg, 60 grammes de protéines, en sachant que dans 60 grammes de steak, il n'y a pas que la protéine. Quand on prend des protéines végétales, ce sera associé légumineuses plus céréales pour avoir tous les acides aminés et rajouter un petit peu de vitamine C, donc ça peut être un jus de citron, un poivron, etc., qui va augmenter l'absorption du fer, donc très important. Oméga 3, je ne reviens pas dessus, ça a été largement évoqué. Ensuite, magnésium, vitamine D, on l'a évoqué aussi, magnésium, comme la vitamine D, on est 80% de la population à être carencée, donc ne pas hésiter en fait à faire des cures régulièrement. Je voyais passer tout à l'heure dans les questions, effectivement, souvent quand on a des grosses carences en vitamine D, on va nous donner des ampoules qui vont durer 1 mois. C'est mieux de prendre de la vitamine D3 naturelle et de prendre des gouttes tous les jours. Pour la capacité à stocker dans le corps, c'est beaucoup plus adapté. Sur la qualité nutritionnelle, on l'a beaucoup évoqué, mais effectivement, c'est pas forcément manger plus, mais manger mieux. On est dans une société très paradoxale où on a des problèmes de surpoids et pour autant, on a des carences. Voilà. Donc, ça va être de rajouter, par exemple, des graines germées, rajouter de l'huile. Quand on dit rajouter des oméga 3, effectivement, c'est améliorer la qualité nutritionnelle de notre repas. Ça va être ajouter des graines. Moi, j'adore utiliser les graines aussi parce que ça facilite la mastication et qu'il y a des enzymes digestives dans notre salive et qu'avec l'âge, les enzymes digestives diminuent. Donc, d'où l'importance de à la fois manger des crudités riches en enzymes aussi et bien mastiquer. Donc les graines de tournesol, les graines de courge, le gomasio qui a été évoqué aussi d'un point de vue nutritionnel qui est très intéressant, tout ce qui est aussi fermenté, la choucroute par exemple, des pickles d'oignons rouges par exemple, c'est des choses qui sont faciles et qui vont vraiment apporter à la fois du plaisir, des goûts différents et de la qualité nutritionnelle. Bien mastiqué donc pour la bonne digestion. Et donc du coup, en conclusion, donc bien vieillir en santé, ça concerne vraiment toutes les sphères de notre vie. La prévention, c'est notre meilleur allié. Bien sûr, il faut
être dépisté sur un certain nombre de problématiques, mais c'est aussi prendre conscience à quel point on a du pouvoir sur notre corps, que notre état d'esprit est aussi très important, notre santé mentale, on le fait de plus en plus. Les liens entre le corps et l'esprit, c'est pas dissocié, ça travaille ensemble. L'importance d'avoir un suivi médical régulier, d'oser parler de ces problématiques, sortir des tabous. Et se rappeler aussi que vous êtes le gardien de votre temple, vous êtes la personne la mieux placée pour connaître votre corps et donner les alertes ensuite aux professionnels de santé. Donc faites-vous confiance aussi dans vos ressentis et soyez à l'écoute de ça. Et rappelez bien sûr que rien de pire que le stress. Donc ne pas oublier ces moments de plaisir, de ce qui va nous redonner de l'énergie et de laisser partir ce qui ne nous correspond pas. Et voilà, et puis rappeler que donc il y a aussi donc un atelier spécifique, notamment sur le sommeil et puis sur retraite et sentiments sur la vie affective et sexuelle, donc qui est proposé par Défi Autonomie. Donc le contact, au-delà des connaissances que vous apprenez dans les ateliers qui vous sont proposés là, quand c'est en présentiel, c'est aussi de pouvoir discuter avec des personnes en chair et en os, de passer un bon moment ensemble et de ressortir ressourcés. Voilà, merci beaucoup et puis bonne continuation à tous et bon appétit. J'imagine que vous avez faim aussi. Un grand merci, Madame Boulanger, Madame Fégru, pour vos interventions. Effectivement, on ne peut que vous inviter désormais à nous rejoindre en présentiel au sein de nos ateliers sur la nutrition, la mémoire, le sommeil, la vie affective et sexuelle et les autres thématiques qui ont pu vous être présentées en introduction. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour avoir plus d'informations ou à nous contacter si besoin. Et puis le replay sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube Défi Autonomie Senior. Bon appétit à toutes et tous et on vous donne rendez-vous au mois de mai pour la prochaine webconférence sur la thématique de la mémoire. Merci à tous, bonne journée, à bientôt, au revoir.